Quand la préparation devient une forme de procrastination, il est temps de réagir. Ma plus grande peur, c'est de ne pas réaliser mon potentiel. Je suis parti en Andorre, j'avais vu quelques vidéos, tu vois, sur la fiscalité. Je me suis dit, ouais, vas-y, on va voir ce que ça donne. Mais en flemme d'habiter dans un duty-free géant. Tu vois des mecs littéralement se broquent, mais c'est effarant. Le mec, il a une situation de vie de famille, il se broque sur les tables de poker et tu le vois mendier devant le cercle. Il y a une différence entre les mercenaires et les missionnaires. Ton but, c'est de faire le plus de thunes possible. Ça, c'est un mercenaire. Le missionnaire, le but, c'est d'avoir le maximum d'impact, de faire quelque chose qui a du sens. Les gens viennent faire du closing souvent par rapport à l'appât du gain que ça peut générer. J'ai commencé à être meilleur quand je me suis détaché du résultat. Pour la plupart des gens, c'est qu'ils sont result-oriented et pas process-oriented. En soi, le niveau en France, il est assez bas. Pour le closer, oriente-toi sur une niche qui correspond à un de tes centres d'intérêt. Confiance au produit, Ouais. confiance à l'entreprise et confiance en moi. C'est un jeu de volume. Si j'ai fait The Voice, je sais pas si je Non. croyais vraiment à fond dans le fait que mec, tu vas devenir une rockstar et j'ai dû en quelque sorte tuer le rêve. William, merci d'être venu aujourd'hui. Enfin, c'est un peu nous qui venons à toi parce qu'on est originaire de Roanne. Toi, tu es lyonnais maintenant, pur et dur. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui, en tout cas avec moi en podcast. On a déjà eu l'occasion d'échanger, je connais un peu ce que tu fais, mais l'idée, et j'avais vraiment un souhait aujourd'hui que tu puisses un peu parler de ce que tu fais à tout le monde. Tu as beaucoup de savoir sur tout ce qui est vente, sur tout ce qui est négociation commerciale, etc. Ça peut inspirer beaucoup de personnes. Donc, impatient de pouvoir échanger avec toi tout au long de ce podcast. On prévoit à peu près 1 heure. Si on est un peu plus bavard en tant que sales pur et dur, on prendra un peu plus. On commence toujours le podcast de la même façon avec Alexis. Nom, prénom et âge. William Waquet, 30 ans. Et Ok. J'en profite pour te remercier pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là avec toi. Donc, je t'écoute. Merci, parfait, nickel. Aujourd'hui, quelle est ta profession, William? Alors aujourd'hui, moi, j'ai cofondé l'agence Monétrise avec mon associé Baptiste. Et c'est une agence qui aide les infopreneurs à scaler leur business tout simplement. Donc sur principalement le business de formation en ligne. Magnifique. Ok, on rentrera plus dans les détails de toute façon par la suite. Lyonnais, aujourd'hui, comment tu es arrivé à Lyon? Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que tu n'es pas lyonnais de Lyonnais base. de base, exactement. Explique-nous rapidement comment ça s'est passé cette arrivée à Lyon. Yes, alors à la base je suis parisien, donc je suis né en banlieue parisienne, j'ai vécu à Paris pendant longtemps et avec ma fiancée, parce que je vais me marier à la fin de l'année, un jour elle arrive, c'est moi qui arrive à la maison, je la trouve en larmes, elle me dit j'en peux plus de Paris, j'ai envie de partir pour différentes raisons, voilà, c'est une grande ville, il y a du stress, bref tout ça. Même si Lyon est toujours une grande ville, mais c'est quand même plus cool. Et je lui dis, écoute, t'inquiète pas bébé en mode super-héros, t'inquiète pas, dans 2-3 mois on est parti. On visite Annecy, au final ça nous plaît moins. On visite Lyon, on se dit tiens c'est quand même pas mal. On visite 2-3 apparts, il y en a un, on pose un dossier. 1 mois plus tard on est pris, donc en 2 mois on a fait la transition de Paris à Lyon, sachant que moi à l'époque j'étais coach sportif, donc j'ai fait différentes vies, mais j'ai dû délaisser toute ma clientèle que j'avais en coaching sportif physique pour arriver à Lyon pour partir de zéro. C'était une année difficile et après c'est ce qui m'a emmené vers du business en ligne, du closing et jusqu'à monter mon agence. Donc une décision Incroyable. qui a eu beaucoup de conséquences. On y reviendra. Plutôt cool. Ok, donc c'est vrai que tu as vraiment. Avant, tu étais donc du coup coach sportif, c'est ça? Yes. Ok, incroyable. Et tu es arrivé à Lyon toujours en te disant je continue ce que je fais ou comment ça s'est passé justement cette transition entre ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu étais du coup quand tu étais à Paris quoi? Carrément. Donc à cette époque-là, j'étais coach sportif. Donc en tant que coach sportif, j'avais principalement une clientèle en live. Tu vois, le cliché du coach sportif, j'allais chez des clients, je coachais en salle, mais vraiment un business qui était plus de l'ordre physique. Ok. Ce qui fait que quand je suis parti, j'ai réussi à en garder certains à distance, mais une personne quand elle te prend pour du coaching en live, mes très bons clients ont accepté de rester quelques temps avec moi et il y en a certains qui ont aimé la formule, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre le faire en visio et le faire en live avec le coach. Donc je suis reparti de zéro en arrivant à Lyon. De là, j'ai commencé à m'intéresser à faire du coaching en ligne parce que je ne pouvais pas facturer les mêmes prix à Lyon qu'à Paris. Ok. Tu vois, en gros, à Paris, je faisais du 70 € de l'heure en coaching, mais par rapport à Lyon, c'est trop élevé par rapport au marché. Donc, j'ai dû me repositionner autour de 50. Laisse bien le micro proche de toi, comme ça on t'entend Me bien. repositionner autour de 50 €. Donc, du coup, au niveau de mon business, la profitabilité, elle est très en baisse. J'ai galéré à trouver un peu des clients, ce qui m'a emmené vers, OK, je vais essayer de développer mon coaching un peu en ligne. Donc, j'ai commencé à développer un petit peu. J'avais un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'il fallait payer le loyer tous les mois. Et j'avais, tu vois, mes économies qui descendaient au fur et à mesure. Parce que on a pris un bel appart, ce qui est trop cool. Mais du coup, le loyer n'était pas donné. Et vraiment l'épée de Damoclès. Et je pense que ça a été un moteur aussi de réussite parce que tu n'as pas le choix, tu es dos au mur et tu dois faire les choses rapidement, avoir de la vélocité.
Ce qui m'a emmené vers le fait de closer ma propre offre de coaching en ligne. De ça, je me suis dit, tiens, mais je vois que la partie closing, je kiffe ça. Je me suis formé un peu plus dessus et ça m'a emmené à closer pour d'autres personnes. Et au final, je me rendais compte que mon temps était beaucoup plus rentable sur du closing pur que sur du coaching sportif. Et j'ai évolué naturellement vers ça, jusqu'à devenir sales manager pour Adam, que tu connais. En fait, on s'est rencontrés à travers Adam. Et après, monter ma propre structure là, il y a quelques mois avec Baptiste. Et là, on travaille avec des gros infopreneurs pour le coup. Toujours un lien avec le fitness, parce que je travaille avec Nassim Saïli. Donc, tu vois, il y a cette, on va dire, cet ADN de coach sportif qui a permis aussi de pouvoir être compétent et pertinent par rapport à ses clients. Et voilà, donc du coup... Magnifique, c'est vraiment un changement pur et dur finalement de métier, parce que faire coach sportif et après... je t'ai pas encore dit ce que je faisais avant. C'est vrai, tu faisais quoi exactement? Alors, 2 trucs qui n'ont rien à voir. À la base, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée. Donc, le parcours assez classique. Tu vois, tu as une licence en poche, tu sais pas trop quoi faire. J'étais plutôt bon en langue, j'étais parti sur ça. Mais quand tu sors de ça, tu peux tout et rien faire en fait. Ok. Donc, j'avais pris une année de césure avant d'éventuellement considérer le master. J'ai été croupier dans un cercle de poker. Non. Je te jure, au cercle Clichy-Montmartre à Paris. Ok. Tu vois, du coup, rien à voir. J'ai fait ça pendant 1 an. Ça m'a permis de me rendre compte que voilà, c'est un milieu... je pourrais te raconter des tonnes de trucs sur le milieu de la nuit à Paris. Surtout drôle. Dans les cercles de poker, ça doit être... Ah ouais, tu vois des trucs, c'est costaud. C'est assez, tu vois des mecs littéralement se broquent, mais c'est effarant. Le mec, il a une situation de vie de famille, il se broque sur les tables de poker et tu le vois mendier devant le cercle presque quelques mois plus tard. Tu vois. Donc tu vois des trucs assez ouf. Et ouais, le fait de travailler de nuit, c'est un rythme qui est particulier. C'était pas ma première expérience salariale, mais une de mes premières, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que tiens, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont possibles de faire? J'avais un pote qui avait lancé un dropshipping à l'époque et qui m'avait chauffé. On parle de ça 2017, tu vois, c'était un peu les débuts du drop. Au tout début, ouais. Ouais, donc on avait lancé un truc. Lui, ça avait très bien marché pour lui. Moi, ça avait commencé à marcher, mais pas au point de, tu vois, tout plaquer et partir habiter à Dubaï, tu vois ce que je veux dire. Mais ça te plante une petite graine. Après, je suis parti sur le coaching sportif du coup, mais j'avais quand même cette graine de être indépendant, faire de l'argent en ligne, tu vois, et au final c'est une graine qui a éclos des années plus tard sur un autre business que du drop, qui était plutôt sur du closing pour le coup. Intéressant quand même ce que tu dis par rapport au poker. C'est donc pour ça que derrière, quand tu fais tes vidéos, il y a une table de poker, les 2 tableaux. Il y a le tableau avec c'est James Bond dans Casino Royale, tu vois, parce que j'adore, même si tu vois, j'adore toujours jouer au poker et tout, je le fais de plus en plus rarement, mais c'est des milieux qui sont intéressants. Et pareil, quand je suis arrivé là-bas à l'époque, il y avait une nouvelle loi qui était passée et tous les croupiers actuels qui avaient un casier judiciaire, en fait, ils sont tous fait sauter. Okay. Du coup, gros recrutement. Moi, j'avais jamais été croupier, je me suis pas formé à ça. Ils recrutaient, ils disaient on vous forme en 3 semaines, on vous met sur les tables. Donc je me suis dit vas-y, let's go, tu vois. J'aime bien jouer au poker, ça peut être fun, tu vois. C'est plus fun que d'être barman, je pense. Donc vas-y, let's go, je fais ça, tu vois. Et au final, tu vois, 3 semaines au début, t'es tout stressé, t'as les mains qui tremblent, t'as les joueurs de poker quand ils perdent de l'argent, ils sont horribles, ils parlent mal et tout. Ouais, mais tu vois, c'est formateur. Et même après, compter les jetons, ça t'a permis d'avoir aussi pas mal de notions. Je pense que tu récupères aujourd'hui aussi finalement, peut-être. Ouais, après c'est plus l'analyse des comportements, je dirais, qui sont plus transférables sur le closing. Parce que quand tu es croupier, en fait, c'est comme si tu étais spectateur de la table de poker et tu essaies de t'amuser à deviner, ok, qu'est-ce qu'il a comme main, c'est quoi les tels qu'il a, tu vois. Donc tu commences à développer une analyse assez fine des micro-expressions, de ce genre de choses qui après se sont transférées au fur et à mesure. Okay. Parce que tu sais, à la vente, faut être très attentif à tout ça. C'est très intéressant ce que tu dis. On y reviendra juste après parce que c'est ton métier aujourd'hui, la vente, de toute façon. Ok, donc Ville, on en a parlé. Palmarès, est-ce que tu as déjà eu un palmarès sportif auparavant ou pas? Palmarès sportif, j'ai fait de la natation quand j'étais très jeune. J'avais gagné quelques médailles au niveau régional, mais j'ai pas un historique sportif incroyable dans le sens où j'ai pas eu de médailles incroyables sur des grosses compétitions. Toujours kiffé la pratique du sport, de la boxe thaï. Mais pas de palmarès, j'ai pas de médaille ou de... Ok, non mais c'est intéressant, je pose cette question-là parce que des fois tu tombes sur quelqu'un et il te dit je suis champion de France et tu t'y attends pas du tout, tu vois. Ok, aujourd'hui petite question un peu perso pour toi William, ton épanouissement sur 10 à l'heure où je te parle? Je dirais 8 sur 10. Franchement, j'ai la chance d'avoir une femme incroyable, je suis dans un bel endroit, je travaille dans un projet qui me plaît avec des gens qui sont trop cool, donc à ce niveau-là c'est top. Et je laisse 2 points parce que j'aime toujours avoir l'idée que tu n'as jamais atteint le top et que tu peux toujours continuer de t'épanouir, te développer. Et voilà. Il y a l'entrepreneur qui était juste à ta place avant que tu arrives, qui disait que lui, il avait du mal à jauger ça, mais pour lui, il regardait toujours, donc il s'appelait Thomas, il regardait toujours Thomas dans 5 ans. C'est ce qui lui permettait de jauger
de savoir le parcours qui lui restait à faire, justement, tu sais, pour arriver à cet objectif-là. Et puis, des fois, il se disait, le Thomas d'il y a 5 ans, parce qu'en fait, on parlait d'une phrase qui est très intéressante, c'est qu'on a toujours tendance à surestimer ce qu'on peut faire en 1 ou 2 ans et sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de problématiques sur ça aujourd'hui. On en reviendra aussi juste après. Ta plus grosse fierté à l'heure où je te parle? Ma plus grosse fierté, je pense que c'est directement lié à ce que je fais aujourd'hui, c'est le fait d'avoir réussi à monter cette agence avec Baptiste, d'avoir une trentaine de personnes qui travaillent avec nous, d'avoir créé un bel environnement de travail, de tout gérer de manière remote. Ça, je pense que c'est ma plus grande fierté parce que c'est l'aboutissement de ce que j'ai mis en place ces dernières années par différentes façons. Et ma plus grande fierté, ça sera ce que cette boîte, la Monétrise, va devenir dans 5 ou 10 ans. Tu vois. C'est vraiment mon bébé pour le coup et je dirais que c'est ma plus grande fierté à l'heure actuelle dans ce que j'ai réussi à accomplir. Une trentaine de collaborateurs, tu disais, C'est ça. indépendants, indépendants dans la freelances. boîte. Magnifique, on en reparlera aussi juste après de cette entreprise. On va plus s'intéresser à toi perso sur les 4-5 premières questions. Et après, on parlera justement de ta passion, de ton métier aujourd'hui, comment tu réussis à combiner les deux et quels sont les différents process que tu utilises au quotidien pour être performant avec tes équipes. Quel est ton prochain plus gros objectif? Prochain plus gros objectif, c'est de... Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des macro-infopreneurs. Donc, Nassim Saïli, Louis Esquier, c'est nos 2 clients principaux. Donc, ils sont déjà bien établis, bien établis sur leur marché. Et nous, dans ce qu'on va faire, ça va nous demander de déployer beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir genre 15 clients à l'heure actuelle par rapport au niveau d'engagement qu'on prend avec chacun de nos clients. L'idée, là, ça serait de développer un autre produit sur le côté pour aider des infopreneurs qui font, on va dire, autour de 8 à 15 cas, tu vois, et de vraiment leur donner toutes les clés pour atteindre une croissance et arriver à être sur 50 000, 100 000 euros de revenus. Parce que très souvent, les problématiques qu'ils ont, c'est tu peux grandir jusqu'à un certain point tout seul, tu vois, en mode solopreneur, sauf que, et on le voit avec des personnes qu'on connaît, déléguer, c'est difficile pour beaucoup de personnes. Processiser. Surtout quand ça ne fait pas partie de ta zone de génie. Exactement. La plupart, c'est des passionnés par leur contenu, enfin ce qu'ils proposent à leur audience, mais ce n'est pas forcément tous des CEO, entre guillemets, où ils vont créer des gros process très précis. Ils n'ont pas forcément les connaissances en copywriting, en media buying. Ils n'ont pas forcément, un process de vente qui est très clair. Ils ne savent pas forcément comment bien monétiser leur audience. Et c'est ce vers quoi on commence à s'orienter avec BAT pour, en plus d'accompagner nos clients, qui sont très gros, pouvoir proposer sur un plus petit ticket à des infopreneurs qui ont un potentiel, qui ont validé leur market fit, mais qui ont un plafond de verre parce qu'il leur manque des clés pour déléguer efficacement et pouvoir continuer leur croissance. Ok, donc grosso modo, si je comprends bien, tu as vraiment ce souhait d'avoir ce socle de clients dans lequel tu donnes vraiment 1 milliard % de tes capacités, tes skills, que tu accompagnes à 100 000 %, ce que tu disais, hein, vraiment te concentrer sur des clients et pas amasser des clients pour au final en délaisser certains. Tu as vraiment ce souhait d'avoir un portefeuille de clients sur lequel tu te concentres à vraiment scaler très très fort parce qu'ils ont déjà un MVP. Et tu souhaites justement, sur la partie gauche, avoir un autre produit qui permet aux solopreneurs de pouvoir croître et atteindre un niveau de croisière qui, pourquoi pas, par la suite, seront transférés sur la partie plus costaud, c'est ça? C'est un peu l'idée. Et tu vois, on est en train de réfléchir. Là, je te parle ça, on est vraiment dans les phases préliminaires du projet. Tu vois, on a eu un call tout à l'heure avec BAT, on explorait les différentes pistes. Est-ce qu'on prend de l'equity du coup sur tu vois, une durée de 6 mois, tu vois, sur les différentes personnes? Est-ce qu'on part plutôt sur un high ticket de base et on délivre? Enfin, tu vois, on est vraiment dans cette réflexion-là aujourd'hui. C'est très intéressant parce que c'est vrai que ça te demande aussi beaucoup de recul par rapport à tes différentes expériences. Et forcément, tout ce que tu as amassé en termes de capacité, de connaissances, de recrutement, ça on en parlera parce que c'est aujourd'hui l'une de tes spécialités, recruter, manager, gérer par les process, etc. Tu me parleras de l'importance des process dans les sales teams, ce qui est vraiment ta spécialité. Et j'ai une première question, cette fois-ci vraiment sur la partie entreprise, avec Baptiste, comme tu le disais, qui est ton centre de focus principal aujourd'hui. Est-ce que tu peux me décrire en quelques phrases, comme si j'étais une personne qui voulait tout simplement rentrer dans votre société en tant que futur closer ou closer? Comment tu pourrais me pitcher votre boîte? Qu'est-ce qui ferait que du coup, je devrais vous rejoindre tout simplement pour faire partie de l'équipe ou du navire? Yes, carrément. Alors aujourd'hui, avec Monétrise, on est une agence qui scale des infopreneurs. On travaille avec les plus gros infopreneurs du marché sur leur niche respective. Nassim Saïli dans le fitness, Louis Esquier dans la création d'agences. Et notre objectif, c'est de trouver les meilleurs A-players
pour accompagner la croissance de ces personnes-là, de les faire monter en compétences et de continuer perpétuellement à élever leur niveau en les coachant au sein de notre structure. Ok, ça marche. Donc là, aujourd'hui, quels sont les différents pôles qu'il y a quand tu recrutes? C'est uniquement du pôle commercial? C'est uniquement du pôle media buying? Comment ça se construit? Qu'est-ce que tu recrutes concrètement aujourd'hui comme équipe pour pouvoir faire justement step up un infopreneur? Parce que je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui. Ça pourra permettre de peut-être te contacter ou alors de donner des idées. Quels sont les différents segments qui sont pour vous essentiels dans votre entreprise et qui permettent vraiment à un infopreneur de passer le step au-dessus? Carrément. Alors, on se divise en 2 parties avec Bats. Bats, son expertise, c'est vraiment tout ce qui est création de process et marketing. Et moi, mon expertise, c'est vraiment sales de A à Z. Tu vois. Ce qui fait que c'est très complémentaire. Parce que très souvent, dans une boîte, quand ça ne vend pas, le marketing dit « ouais, les sales ne sont pas efficaces ». Et quand ça ne vend pas, les sales vont dire « ouais, c'est le marketing qui nous envoie des leads de merde ». Donc, on a résolu ce problème-là en étant tous les deux associés et skin in the game sur les différentes problématiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas pointer du doigt l'autre, tu vois, on est obligé de travailler ensemble pour résoudre les problèmes efficacement. Et c'est ce qui fait qu'on marche très très bien ensemble, c'est qu'on ne se pointe pas le doigt l'un vers l'autre, c'est qu'on résout tout ensemble. Ma dominante, enfin voilà, quand il y a des problèmes au niveau du taux de conversion ou autre, c'est beaucoup plus facile pour moi de zoomer dessus parce que c'est mon expertise. Quand je sens que la qualité des leads n'est pas là et que ce n'est pas juste les closers qui se plaignent parce que, voilà, classique des closers, j'arrive à faire remonter à Baptiste l'info pour changer la segmentation. Ce qui fait qu'on est très agile à ce niveau-là. Au niveau des pôles qu'on a, le principal poste de recrutement qu'on a, c'est au niveau des closer-setters. Donc, je travaille avec un manager sur la partie setting, parce que je suis expert sur la sales, mais mon expertise est vraiment bien sur le closing. Ce qu'il faut, je pense, savoir, c'est avoir l'humilité aussi de savoir dans quoi je suis bon, mais dans quoi je suis moins bon. Le setting, j'en ai jamais vraiment fait personnellement, donc je me suis adressé à quelqu'un qui est très compétent avec qui j'avais travaillé, qui manage le pôle setting. Très bien. Donc, lui gère les setters. Moi, je gère toute la partie closer, donc qui est notre principal pôle de recrutement. Baptiste va gérer tout ce qui est le marketing. Il a un assistant qui travaille avec lui parce que c'est un travail qui est très lourd. Et on a 2 personnes dans notre entourage, un copywriter qui est excellent, mais qui n'est pas interne à la boîte, et un media buyer qui est excellent, mais pareil, qui n'est pas interne à la boîte, avec qui on communique et on travaille ensemble pour avoir des conseils et améliorer la prestation pour nos clients. Très bien. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. Aujourd'hui, dans tes missions de tous les jours, quelle est la principale problématique que tu rencontres? Est-ce que c'est en question de recrutement, en question de management? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos des différentes missions qui sont pour toi, pas des problématiques, mais qui sont compliquées quand tu arrives dans le métier, quand tu ne connais pas le métier? Explique-nous un peu tout ça aujourd'hui en tant que closer ou en tant que setter. Quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer? Parce que c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas facile. On a tendance à voir, si je peux me permettre, beaucoup de formations en closing. Aujourd'hui, c'est énorme le nombre de formations en closing qu'on a. C'est énorme le nombre de formations en setting. Il y a du très bon, tu le sais, et tu vas finir ma phrase. Il y a du pas bon du tout. Voilà, du très très mauvais. Donc voilà, est-ce que tu peux me parler des différentes problématiques qu'il y a, que tu rencontres tous les jours? Alors, on peut prendre différents points de vue. Tu veux que je te parle des problématiques que rencontre le closer dans son rôle de closer, ou que moi je rencontre en tant que quelqu'un qui gère des closers pour... Eh ben, on commence par en tant que closer et puis toi en tant que gestion. Yes. Ok, très clair. Alors, les problématiques que tu peux avoir en tant que closer, déjà, il y a une courbe d'apprentissage post-sortie de formation. Ça veut dire que il faut que tu te confrontes assez souvent au réel pour te rendre compte de qu'est-ce qui est de l'ordre du théorique qu'on a théorisé, qu'est-ce qui est de l'ordre du réel. Donc, quand je me confronte au marché, quel est le feedback que j'ai par rapport au marché? Ce qui est important pour le closer aussi, et je le vois de plus en plus, c'est son alignement par rapport à la niche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es closer, que tu connais rien à la crypto et que tu te mets à essayer de closer une formation en crypto, tu feras peut-être... si ton prospect en sait plus que toi sur le sujet, déjà, t'es discrédité très rapidement. Les plus habiles arrivent à faire, tu vois, un petit peu illusion, mais en général, tu vois, tout ton intérêt est d'aller dans une niche où tu as déjà une forme d'expertise et en plus rajouter la compétence de closer, ta force de frappe sera démultipliée. Donc déjà, pour le closer, oriente-toi sur une niche qui correspond à un de tes centres d'intérêt, tout simplement. Ça sera beaucoup plus facile. Les problématiques ensuite que tu vas potentiellement rencontrer, c'est qu'en tant que closer, donc tu peux bien gagner ta vie, ce qui est totalement vrai, tu vois. Et quand j'étais closer, donc j'ai closé pour Closing Mastery d'ailleurs pendant pas mal de temps. Isma, je te salue si tu. Il va regarder Ben et Isma. Si tu regardes ici, très bonne boîte d'ailleurs. D'ailleurs, Ben est sur Lyon. On aurait dû lui dire de passer. Ben homme à terme. Ça me ferait super plaisir de le voir. Ben, je l'ai pas vu depuis un moment.
Et du coup, oui, en tant que closer, quand tu te débrouilles bien, que tu es bon, tu peux faire du 4K, 5K, 6K. Sauf qu'il ne faut pas penser que c'est la norme. Ça veut dire que si tu es moyen, tu feras plutôt 1005. Enfin, ça va dépendre. Il y a 3 facteurs en fait. Le prix de l'offre que tu closes, vu que tu es en général sur un pourcentage entre 8 et 12%. Donc si tu closes une offre à 5000, bah forcément tu as des 500 euros de com qui tombent, ça va vite pour faire des plus gros chiffres. Si tu es sur une offre à 1500, bah c'est 150 euros. Faut enchaîner, ouais. Tu vois, c'est autre chose. Ton taux de conversion, donc qui est vraiment ton efficacité en tant que closer. Et ce taux de conversion, il peut varier. Là, j'ai ma meilleure closeuse qui tourne à plus de... là, sur les 3-4 derniers mois, elle tourne à plus de 50%. Elle m'a fait une pointe en début de mois à 180%, donc je l'ai jamais vu, parce qu'elle a closé tellement de follow-up par rapport au 2030, tu vois que ça a forcément fait sauter la stat. Ça fausse, ouais. Mais ce qui est cool, tu vois, genre j'étais trop fier d'elle et tout, elle a assuré. Et comme tu vas avoir des personnes qui vont être autour de 20%, tu vois, ce qui est moins ouf. Et la dernière variable, c'est le volume que tu gères, en fait, tout simplement. Au bout d'un moment, c'est un numbers game. Tu vois, si tu fais 2 calls par jour, tu vas pas pouvoir faire 6 000 euros par mois. Si tu veux bien gagner ta vie en closing, il faut accepter que c'est un jeu de volume, que tu vas avoir des no-shows. Donc, moi, je partais sur 6 à 7 calls par jour, 6 jours sur 7, pour aller chercher des gros chiffres. Parce que j'étais focalisé sur un objectif financier à l'époque. Mais voilà, faut pas croire que tu es sur la plage à Bali, tu prends un call, à la fin du mois, tu gagnes 5 000 balles. Ça n'existe pas forcément. Ça. Faut au moment, et c'est ce que je dis en formation aux gars, c'est que je leur dis, c'est quelque chose qui peut être très rentable. Mais par contre, il va falloir que vous bossiez. Tu vois. Il faut être OK avec le fait de tanker du volume. Et voilà, donc les difficultés que tu peux avoir en tant que closer, ça va être des difficultés techniques. Des fois, c'est manque d'intelligence émotionnelle, tu n'arrives pas vraiment à connecter avec le prospect, tu n'arrives pas à dégager assez de certitude. Donc, on va dire ce qui est de l'ordre de la compétence métier. Mais ça s'améliore au fur et à mesure du temps si tu as un bon manager qui te coach, qui réécoute tes appels et qui arrive à t'accompagner en fait, vers la réalisation de ton potentiel. Deuxième challenge qui n'est pas directement lié à ta responsabilité, c'est que tu aies moins de calls. Parce que le marketing, tu sais, ça peut fluctuer. Tu peux avoir des périodes où le coût par lead est super bas et on arrive à blinder les agendas. Comme il y a des périodes où les coûts par lead explosent, tu te fais strike un compte publicitaire. Et tu vois, du coup, tu peux subir un peu cette variance-là qui n'est pas directement de ton fait en tant que closer. C'est pour ça que je dis à mes gars, tu as fait 4K, 5K ce mois-ci, c'est super bien, c'est trop cool. Mais vis pas comme si tu gagnais 4 000 ou 5 000 tous les mois, tu vois. Tu es indépendant, donc il y a des gros avantages qui vont avec. Ça veut dire que tu gères ton emploi du temps. Moi, mes gars, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent en termes de disponibilité parce que j'ai assez de personnes pour tanker. Parce que cette notion de liberté, pour moi, elle est importante quand tu es closer. Donc, s'ils arrivent dans ma boîte et qu'en gros, je leur dis, voilà, si tu veux prendre du temps off, tu me préviens 2 mois avant, faut que tu sois opérationnel sur ton agenda de 8h à 17h tous les jours. Bon, tu vois, pour moi, le contrat, il est biaisé, tu vois. Donc, les gars mettent ce qu'ils veulent comme dispo, mais du coup, ils ont la responsabilité de leurs revenus. Ça veut dire que si tu veux gagner 4 000 balles, tu es obligé de prendre un... C'est là où c'est délicat en tant que closer, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu peux te mettre X ou Y objectifs, mais si tu ne prends pas le bon chemin pour arriver à ces objectifs-là, en fait, tu es cuit. Il n'y a pas d'autre chemin qui existe, hormis le fait de, parce que tu disais, tanker du rendez-vous, bouffer du rendez-vous, manger du no-show parce que ça fait partie du game et pas être frustré sur du no-show. Et moi, je dirais même que je trouve qu'il y a une capacité qui est folle en tant que sales. Tu vois, on discutait avec des directeurs commerciaux de grands groupes qui ont vraiment des sales terrain, voitures à l'ancienne, mallettes, etc. Tu vois. Et après, tu as les sales qui gèrent des gens qui gèrent des sales comme toi, tu vois. Mais c'est vraiment cette capacité à être un caméléon sur les rendez-vous et à faire abstraction du rendez-vous précédent, en garder comme une très bonne leçon, attention, hein, mais faire abstraction du rendez-vous précédent pour justement restart chaque rendez-vous en se disant quelle est la personne que j'ai en face de moi, comment justement je peux lui vendre de la meilleure façon et avec énormément de passion, c'est ce que tu disais. Ouais. Ce qui est dur en fait pour la plupart des gens, c'est qu'ils sont result-oriented et pas process-oriented. Ok. Ça veut dire qu'un closer, et tu le vois, s'il vient d'enchaîner 4 ou 5 closes, tu vois, sur les 2-3 derniers jours, la probabilité qu'il reclose sur ses prochains rendez-vous elle est beaucoup plus élevée. S'il vient de se prendre 3-4 no-show plus des rendez-vous où ça ne close pas, la probabilité qu'il ne close pas sur le prochain rendez-vous elle est plus élevée. C'est comme des cotes de paris sportifs. Et en fait, ce que j'essaie d'inculquer à mes gars, c'est que c'est un jeu de volume. Ça veut dire que si ton process il est irréprochable, tu vas avoir de la variance. C'est là où on retrouve un peu la notion de poker. Tu vois, en poker, tu as de la variance aussi. Mais si tu respectes à fond à chaque fois le process, si tu arrives, comme tu le disais, à restart émotionnellement chaque rendez-vous et à pas être affecté par ce qui vient de se passer, mais plutôt mettre ton focus sur comment les choses doivent se passer. Donc, qu'est-ce que moi je dois faire, qu'est-ce que je dois proposer comme attitude à mon client, à quel point j'arrive à me connecter à sa problématique, à quel point je suis orienté sur le besoin du client et pas mon besoin en moi de closer pour réussir à faire mon chiffre.
bah, c'est là où tu vas commencer à être très performant. Et c'est là où tu vas distinguer des A players, des B players ou des C players. C'est que le A player, peu importe en fait les circonstances, il va toujours essayer de tirer le maximum de lui-même, tout simplement, et il va être il va réussir à reset émotionnellement, justement. C'est ça le problème, c'est ce que je te dis, c'est réussir à, ok, j'ai encaissé des no-shows, c'est pas grave. J'ai confiance, j'ai foi en mon process et j'ai la croyance et la certitude même que sur le long terme, si je dézoome, je suis en train de faire exactement ce qu'il faut pour que cette année soit exceptionnelle. C'est vraiment dingue ce que tu racontes. C'est vraiment, vraiment dingue parce qu'on en parlait justement. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, dans la boîte, nous, sur notre produit, donc on a aujourd'hui 13 en tout closer sur la boîte, sur nos différents produits avec Mathéo. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est un mix entre les commerciaux purs et dur terrain, parce que je trouve que c'est le classique, tu vois, le classique du sales, le bon vieux sales. Moi, je vendais des portes et fenêtres avant, je vendais des trucs pour tirer en porte-à-porte, enfin, des trucs, tu sais, genre vraiment où tu te cassais les dents, tu te casses 50 portes, les gens pensaient que tu allais cambrioler leur maison, tu vois. J'essaie de mélanger ça, le sales, les fondamentaux, les classiques, tu vois, vraiment les classiques, le brisage de glace, les vrais classiques. Et en fait, des fois, j'ai un 16 qui va me claquer 55 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Jérém, petit clin d'œil à toi. Ou Claire, même Claire, putain, ça tabasse. Mais tu vois, typiquement, Claire et Jérém, c'est ce que je leur disais. Quelle est la différence entre le mois où tu as fait 50 000 et ce mois-ci où tu es à peine 25% de ton objectif par rapport à la date, tu vois, du jour? Je dis qu'il n'y en a aucune. Il n'y a aucune différence, il n'y a rien qu'à changer. Le produit, c'est le même, la boîte, c'est le même, les cofondateurs, c'est les mêmes, le programme, c'est le même. C'est juste toi, personnellement, qui est dans un flow, comme tu le disais, négatif. Du coup, tes rendez-vous, tu penses négatif. Et du coup, à chaque fois, mais reprends tes classiques. Et des fois, il y a un truc que j'aime bien faire, je ne sais pas si tu le fais, toi, de ton côté, c'est que notre process d'onboarding, des fois, je fais un reset complet sur une demi-journée avec un closer. Je lui renvoie le process d'onboarding comme s'il venait de réintégrer la boîte. Et je lui dis, regarde, ça, c'est ce que tu as appris concrètement quand tu es rentré dans la boîte, les process, etc. Qu'est-ce que tu fais maintenant par rapport à ces process-là? Ah ben, je fais plus ça, je fais plus ça. La raison pour laquelle tu causes plus autant, elle est juste là. Hein. C'est ça. Tu vois, et c'est que en fait, ça dévie très légèrement. C'est-à-dire qu'au début, ils sont bien sur la trajectoire et après, ils vont prendre quelques petites libertés en se disant que c'est pas forcément nécessaire parce que c'est un cumul de petites actions, de petites choses qui font la différence et ils font que y a cet alignement et que la personne est super performante. Et des fois, au fur et à mesure, tu vois, ils dévient très légèrement de cette trajectoire. Comme quand tu es dans un bateau, tu vois, avec tu vois, il change très légèrement de cap. C'est-à-dire que tu vois pas que ça tourne d'un coup. Tu n'as pas l'impression qu'il y a un gros changement. Donc, c'est-à-dire que si tu prends la photographie d'il y a 3 semaines et aujourd'hui, tu te dis non, je fais la même chose, je comprends pas, je fais le même process. Et quand tu réanalyses un call, tu te rends compte, bah non, mec, tu fais plus exactement la même chose. Regarde ça, tu le torches en 2 minutes. Normalement, ce process-là, tu mets 6 minutes pour bien poser les choses avec ton prospect. Là, tu creuses pas assez au niveau de la douleur. Pourquoi? Parce que tu as l'impression de t'assumer à sa place, tu veux aller trop vite en fait. Et le piège, ce qui fait que la plupart des closers ne closent plus aussi bien quand c'est des bons closers, c'est qu'ils prennent des raccourcis. Et c'est ces raccourcis souvent qui font qu'ils perdent un petit peu ce qui faisait leur impact précédemment. Et moi, j'aime beaucoup là ce que tu as partagé avec le fait de les remettre dans la position du débutant qui redécouvre le truc avec l'onboarding. Moi, j'ai un process un peu différent quand ils ont des downs comme ça, c'est que je leur demande, tous leurs calls sont enregistrés, tu vois. Et ce que je leur demande de faire, c'est quand ils ont un très bon call, ils le gardent, ils le mettent très précieusement dans un fichier sur leur bureau de côté, c'est leur call totem. Et en gros, ce call totem, c'est un peu la quintessence de comment t'es quand t'es à ton best, quand t'es à ton top, tu vois. ton prime, ouais. Ton prime. Et à chaque fois qu'ils ont un down, je dis, OK, réouvre ton call totem, on va le réécouter ensemble. Et là, ils voient, et il fait, ah ouais, bah oui. J'étais bon sur ça, j'étais moins bon sur ça. Et je lui dis, c'est pas moi qui suis en train de le faire, c'est toi qui es en train de le faire. Là, tu es en train de voir la version de toi qui est la plus performante. Et tu sais le faire, vu que tu l'as déjà fait, on est en train d'avoir le témoignage, la preuve de que tu sais le faire. Donc pourquoi tu le fais plus aujourd'hui? Non, mais t'as raison, là, faut que je remette ça et tout. Et tu sais, ça les hype parce qu'ils voient qu'ils en sont capables, en fait. Parce qu'ils sont confrontés à une version antérieure d'eux-mêmes qui était à ce niveau-là. Et ça les rebooste parce que très souvent, le script, ils le connaissent par cœur. Le pitch de vente, ils le connaissent par cœur. Le produit, ils le connaissent par cœur. Mais c'est juste, tu vois, ces petits raccourcis qu'ils prennent qui font que des fois, ils perdent un petit peu le. C'est hyper intéressant. Il y a un livre que j'ai offert à mes sales il n'y a pas longtemps. C'est Vendre de Jordan Belfort. Classique. C'est la Bible. Avec la straight line, tu sais, Pluton, Uranus, etc. Les 3 points les plus importants, etc. Et c'était important pour moi de leur offrir parce que, en fait, il résume. Tu l'as lu le livre, j'imagine. Bien sûr, j'ai lu. Tu vois, il y a ce livre-là, je ne sais pas quelle est la sensation. Là, on va vraiment parler, William, on va vraiment prendre du recul sur ta boîte, etc. Mais quelle est la sensation que tu as eue quand tu as lu ce livre? Est-ce que tu as senti que tu avais certaines choses que tu connaissais déjà, toi, de ton côté? La plupart des bons entrepreneurs avec qui j'ai discuté avaient cette sensation sur le livre, de lire le livre
et de se dire en fait, putain, mais je le savais, genre pour moi, c'est déjà des choses que j'ai fait, tu vois. Tu vas en fait, un livre comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses que tu as internalisées, mais sans forcément les conceptualiser. Et le fait de lire, tu lis le concept expliqué. Donc, ce que tu as internalisé, tu arrives à. En fait, tu arrives. Ouais, mais c'est ce que je fais. Et en fait, je comprends pourquoi ça marche parce que là, il est en train de m'expliquer le concept que j'avais internalisé. Et ce livre, je l'adore. Et je trouve. Faut pas lire ce livre avant d'avoir commencé à closer. Il faut que tu le lises après avoir commencé à closer. Et très souvent, un livre, selon le moment auquel tu vas le lire, il va pas avoir le même impact sur toi. Et ce livre, je me rappelle, je l'avais vu à l'époque chez Closing Mastery. Le mois où j'ai lu ce livre, j'avais fait mon plus gros mois ever chez CM. Parce que j'ai capté des trucs que j'étais en train de faire et qui marchaient. Et du coup, ça a validé la croyance de ça, c'est bien, il faut continuer à le faire. Et ça a invalidé certains trucs que je faisais. Ou le classique, tu vois, qu'on fait tous au début. On a l'impression qu'on connecte mieux avec le prospect si on raconte un peu notre vie pour essayer de créer de la sympathie. Sauf que la star de l'appel, c'est ton prospect et son sujet préféré de conversation, c'est lui-même, c'est pas toi. Et des fois, tu as l'impression que tu connectes en ramenant un peu les choses à toi, mais c'est une des erreurs classiques, tu vois. C'est Tu Uranus. dévis complet. Ouais. C'est Uranus, tu vois. Ouais. Et là, j'ai fait, bah oui, c'est exactement ça, tu vois. Et plein d'autres trucs d'ailleurs qui sont top sur ce livre. Mais je le conseille pas à un sales qui débute, je le conseille à un sales qui a fait genre 2-3 mois de closing, il le lit, le taux de conversion, mais immédiatement. Tous les closers à qui je l'ai donné, il y a eu un impact qui s'est vérifié de manière nette sur les chiffres. Hyper intéressant en tout cas d'avoir parlé sales là sur cette première partie de podcast. Allez, je vais rentrer dans les détails. Je vais te demander une réponse vraiment simple, efficace. Alors on est des vrais sales. T'as vu, ça discute, hein, ça. Putain, nous on dévie là pour le coup. On est clairement. Putain, c'est grave bien parce que ça permet de connaître, c'est des tips de dingue que t'envoies. Quelqu'un qui vend, qui regarde cette vidéo, c'est bête, mais mets pause, reviens 15 minutes en arrière et la valeur que tu apportes est vraiment hyper intéressante. William, quelle est la personne qui t'a le plus inspiré ou qui t'inspire encore? Est-ce que c'est la même personne? Si tu veux m'en dire une auparavant et une maintenant, tu peux. Alors, je dirais une personne qui m'inspire énormément sur l'aspect travail, c'est ma femme. Ok. Vraiment une tueuse au niveau du travail. Elle arrive à abattre une quantité de travail tous les jours. On peut dire ce qu'elle fait ou... Ouais, elle est influenceuse. Okay. C'est Sleeping Beauty d'ailleurs. Elle est assez connue sur les réseaux. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment une bête de travail. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de travailler beaucoup. Et je pense que je tangue quand même pas mal d'heures par semaine, franchement. Mais à côté, tu vois, je suis impressionné par sa discipline. Okay. Tu vois, sa capacité à ne pas sortir de son objectif, d'avoir vraiment ce côté mission, tu vois. Okay. Et j'écoutais un podcast de Alex Hormozy qui disait il y a une différence entre les mercenaires et les missionnaires, tu vois. Okay. Et quand tu es un mercenaire, c'est que tu fais du business principalement par rapport à l'aspect financier. C'est que ton but, c'est de faire le plus de thunes possible. Ça, c'est un mercenaire. Et à côté, il disait, il y a le missionnaire, où le missionnaire, le but, c'est pas forcément de faire le plus de thunes possible, c'est d'avoir le maximum d'impact, de faire quelque chose qui a du sens, tu vois, dans le sens mission. Ce qu'il est en mission, ouais. Et là, tu vois, je sens, quand je regarde Marie bosser, tu vois, je sens qu'elle est vraiment pas du tout en mode mercenaire, elle est vraiment en mode missionnaire, tu vois. Genre, elle est, voilà, une intensité dans le travail qui m'impressionne beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, et qui m'a aidé à mettre des fois un petit coup de pied aux fesses, tu vois, parce que c'est dur de rien branler quand tu la vois bosser à côté de toi. Ah, putain, merde, quand même. Ton ego, tu te dis, bon, allez, faut que j'y aille, donc ouais, elle m'inspire énormément et donc on va dire dans les mentors qui m'inspirent beaucoup, Hormozy aussi que j'ai cité, qui m'a permis de pas mal capter certaines choses et que j'ai suivi pendant pas mal de temps. Hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une chose que tu as fait dans ta carrière depuis que tu entreprends, etc., ou plus jeune, hein, que tu aurais trouvé impossible il y a quelques années, où tu t'es dit, ouais, là, en vrai, j'ai passé un step et j'ai réussi à faire quelque chose que jamais j'aurais imaginé faire? Alors, pour sortir un peu du business et parler de choses qui sont un peu annexes, quand j'étais plus jeune, quand j'avais genre 12-13 ans, je rêvais d'être une rockstar. Tu vois, c'était mon objectif. Tu vois, genre, je faisais de la zik et tout avec des potes et mon objectif, c'était d'être une rockstar. Et c'est un milieu qui est très difficile en plus, la musique, surtout que moi, dans ce qu'on faisait, c'était genre du gros rock, hard rock des années 70-80, donc pas ce qui est le plus écouté, tu vois, à l'heure actuelle. Et on a réussi à faire des belles salles. Et ça me paraissait impossible à l'époque de jouer genre à la Cigale ou Divan du Monde ou autre. Et on a pu faire une fois la Cigale dans le cadre d'un concours, tu vois, on n'était pas tête d'affiche non plus. Mais ça, c'était une grosse win, tu vois, que j'ai kiffé. Me dire, ouais, tu l'as voulu tellement fort, tu as travaillé dur pour, et tu as réussi à le faire. Incroyable. Et voilà, tu vas parler à la troisième personne et tu vas me parler de William quand il était plus jeune. Comment t'étais? Est-ce que tu étais quelqu'un de très extraverti, très social comme tu l'es maintenant, pouvoir parler avec n'importe qui, etc.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment marqué quand tu étais plus jeune, qui t'ont peut-être aussi blessé? Si tu veux en parler ou pas en parler, il n'y a aucun souci. Est-ce que tu peux nous parler de William quand il était plus jeune et comment justement il y a eu ce déclic qui est très compliqué quand tu es entrepreneur, tu sais, hein, de passer justement à se dire bah, je vais être mon propre boss, si je veux pouvoir vivre correctement, il faut que je me sorte les doigts, etc. Explique-nous un peu quand tu étais plus jeune comment ça se passait à la troisième personne. C'est un jeu hyper intéressant, je te laisse le faire. Ok, eh ben écoute, le William de, on va dire, allez, William de son adolescence, donc le William qui a genre 12, 13, 14, 15 ans, il est enfin, relativement introverti, ça veut dire que j'avais pas le même niveau d'extraversion que j'ai aujourd'hui. Il était dans son monde de je vais devenir une rockstar, personne ne me comprend et tout, et j'étais un peu dans ma bulle, tu vois. Euh, il n'était pas forcément mauvais élève. J'ai pas de gros trauma d'enfance. Franchement, j'ai eu la chance d'avoir des parents incroyables qui m'ont toujours soutenu dans mes projets, que ce soit la musique. Tu voulais faire quoi quand tu étais vraiment jeune, rockstar quoi? Ouais, je voulais être une Ah, rockstar. c'était pas une... Ouais, Ah, mais ok, tu sais que ok, même quand je suis arrivé à la fac, à l'époque, dans la première année en truc de LEA, la prof, elle me demandait qu'est-ce que tu veux être plus tard. Et genre, tu sais, à 18-19 ans, je dis non, moi je vais être une rockstar et tout. J'étais persuadé de ça. Et ce qui m'a emmené à mon, entre guillemets, un de mes traumatismes, c'est quand j'ai dû tuer ce rêve, tu vois. Parce que tu rêves tu vois, quand c'était mon rêve jusqu'à tard et tout, on avait le groupe de rock qui galère, tu vois, genre tu dépenses plus d'argent qu'il rentre, en plus c'est pas rentable la musique, tu vois. On va faire des concerts, il y a toujours des galères et tout, enfin vraiment. Putain, j'avais jamais pensé que tu aurais pu faire ça plus jeune, c'est un truc de dingue. Ouais. Bah après, c'est un pan de ma vie, mais c'est genre, tu sais, ce rêve que tu as envie qu'il se réalise, jamais je prétendrais avoir eu du. Enfin, si, j'ai fait The Voice, je sais pas si je t'avais dit, en 2014, mais j'ai pas été pris, mais j'avais chanté une chanson de Pink Floyd à l'époque. Et c'était en 2015, 2016, je sais même plus. Mais ouais, il y a toute cette partie-là où je croyais vraiment à fond dans le fait que, mec, tu vas devenir une rockstar et tout. Et à un moment, il y a eu un shift où j'ai dû un peu tuer le rêve, tu vois, quand j'ai quitté le groupe, j'ai quitté les gars avec qui on avait fait 10 ans de zik ensemble et tout. Ça a été dur parce que j'ai dû accepter, en fait, ok, c'est quelque chose que je voulais grave quand j'étais plus jeune, mais j'accepte le fait que maintenant, je veux des choses différentes, que je m'épanouis différemment, que j'ai d'autres projets de vie, tu vois, que j'avais pas forcément à l'époque. Et j'ai dû en quelque sorte tuer le rêve, tu vois. Ouais, Et accepter que c'était un chapitre, c'était une période de ma vie que j'ai kiffé, j'ai fait des trucs trop cool, ça m'a permis de vivre des scènes mémorables, tu vois. Genre, ouais, c'était ton premier parcours entrepreneurial finalement, parce que vous étiez entre même vous. si j'ai jamais gagné une thune, enfin jamais vraiment, tu vois, quand tu regardes le bilan comptable de cette activité sur les 10 ans. visas, Ah ouais, non, bénéfice net, il y très, pas très du tout. Très négatif, une très mauvaise boîte. Mais j'ai kiffé, et j'ai kiffé les gars avec qui j'ai fait de la zik et tout. Ça restera mes bros pour la vie d'ailleurs. Mais c'est vrai que tu as un bon souvenir de ton enfance. Ouais, de mon enfance et mon adolescence. Et j'ai quand même un bon souvenir. Et j'ai cumulé des expériences qui m'ont mené un petit peu à faire ce que je fais aujourd'hui. Même si tu as l'impression qu'il y a un grand écart. Au final, c'est comme le truc de poker, tu vois. Les skills que j'ai pu apprendre là sont d'une certaine façon transférables à la sales. La prise de parole en public, tu vois, quand tu fais des concerts, que tu as genre 150 personnes et tout. C'est déjà propre, hein, 150 personnes, on se rend pas compte. Hein, mais... ça commence à être cool. Tu as la petite boule au ventre et tout, quand tu montes et tout, tu as le petit stress. Mais ça permet de développer aussi des skills qui te serviront à d'autres domaines qui sont complètement différents. C'est-à-dire que, comme tu le dis, avant j'étais un peu plus introverti, parce qu'en plus j'étais le chanteur. Donc, t'es aussi, tu vois, genre, t'es là, t'as fait tes vocalistes, tu dis, ah, ma voix aujourd'hui elle a pas l'air top et tout. Mais bon, et tu te verrais reprendre? Tu sais que depuis que j'ai quitté le groupe, j'ai presque plus jamais touché ma guitare. Genre, elle est derrière moi, tu vois, mais je l'ai presque, tu vois, cette année, j'ai dû jouer 10 fois dessus, même pas. Parce que c'est comme s'il y avait eu, tu sais, tu vois, un chapitre qui a été tourné, même si je kiffe toujours la musique, tu vois, mais je la pratique plus et je pense que je vais faire ma petite crise de la quarantaine dans 10 piges, je vais remonter un groupe, tu vois, il y a moyen, mais là, tu vois, je suis tellement focus sur ce que je fais actuellement que j'ai un peu laissé ça de côté. Ouais, forcément. Très intéressant. Ok, magnifique cette petite description. Va falloir que tu me dises maintenant William dans 5 ans, William dans 10 ans et William dans 20 ans. Waouh. Alors, William dans 5 ans. Donc, William dans 5 ans, j'ai 35 ans. William dans 5 ans, il est papa. À Lyon? Potentiellement à Lyon, ouais. Ça te plaît vraiment Lyon? Ouais, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est une belle ville, vraiment au niveau de l'architecture et tout. Dans le centre, c'est beau, tu as des super restos. C'est le bon compromis. Pareil, à chaque fois que j'y retourne, ça me manque pas du tout. Peut-être que j'y reviendrai plus tard dans ma vie, mais pour le coup, ça me manque pas du tout. Et si j'étais dans un autre contexte, peut-être que tu vois, si j'avais 25 ans,
je serais parti en Asie, je pense, à Bali ou autre. Ok. Mais tu vois, chaque étape de ta vie requiert Ouais, bien sûr. différents choix. Tu vois. Donc dans 5 ans, papa Papa à Lyon. la boîte toujours monétrise avec Bats. On gère tous les plus gros infopreneurs français et on a développé notre produit. On a accompagné des dizaines de personnes hyper prometteuses avec qui on s'est investi un petit peu à la Hormozy, tu vois, Ouais, avec ouais, acquisition.com, mais à magnifique. une plus petite échelle, tu vois. Ouais, je vois. Vraiment, ça me drive et ça me plairait trop. Et un projet que j'ai trop envie de faire aussi, c'est d'organiser des masterminds, tu vois, avec des entrepreneurs et de faire des trucs trop cool, tu vois. Ouais. Genre, je kifferais trop faire ça. Ouais, Mais dans 5 ans, c'est sûr que je le fais. Là, c'est trop tôt, peut-être, tu vois, pour faire ça proprement. Ouais, mais tu sais que si tu fais ça, moi, ça me. Mais ça bien me sûr, mais je chauffe t'invite vraiment. direct, avec grand plaisir. Ouais, ça me ferait vraiment kiffer parce que je trouve, tu vois, 2 semaines dans une villa où il y a des entrepreneurs de dingue qui font des conférences. Moi, j'avais pensé à un truc, tu me dis ce que t'en penses. Je m'étais dit, pourquoi pas faire 2 semaines dans un appart ou une villa, tu vois, assez conséquente, où il y a 10, 15 couchages, vraiment un truc costaud, tu vois, où il y a un peu de fête, forcément, on mélange bon vivant et un peu entrepreneuriat, etc. Et je m'étais dit que je réunis, 10 bons entrepreneurs, pas 10 entrepreneurs qui commencent, parce que tu sais ce que c'est le milieu d'entrepreneuriat, et forcément la valeur qu'un entrepreneur a donné depuis 10 ans et la valeur qu'un entrepreneur a donné depuis quelques années, enfin depuis 2-3 mois, c'est pas forcément la même. Ah ouais, bien sûr. 10 entrepreneurs avec tous minimum 5 à 10 ans de background derrière eux, et sur 10 jours, ils doivent chacun animer une conférence à leur tour, à leur façon, sur une thématique précise, et ça peut pas être la même thématique que l'autre, donc tout le monde apprend aux autres, tout le monde a le même degré d'apprentissage, tu vois, et tout en ayant à la fin des 10 jours, genre un guest très costaud. J'avais pensé, tu vois, à quelqu'un que j'apprécie beaucoup et dans sa façon de parler, David Laroche ou Franck Nicolas. D'ailleurs, David Laroche est lyonnais, si tu savais. Mais tu vois, vraiment quelque chose comme ça, tu vois, des vrais séminaires où tu vois, on est entre entrepreneurs, mais du même niveau. Je trouve que c'est ce qui manque un peu. C'est que des fois, moi, j'ai peur de faire un. Tu vois, Éric Larchevêque, celui qui est dans Qui va être mon associé, qui est dans la tech, grand. Il a, lui, 2 jours au domaine L'Archevêque. 2 jours, on avait regardé avec Mathéo, c'est 6 000 euros, la chambre double. Et je trouve qu'il est dommage, c'est que quel est l'intérêt pour moi d'être avec un gars? Alors oui, tu vas me dire que le business reste le même, mais quel est l'intérêt pour moi d'être avec un gars qui a une concession automobile depuis des années? Oui, faire du réseau, c'est intéressant, etc. Mais quand tu es dans le même environnement, le même truc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en France, tu vois. Le vrai enjeu, c'est dans la sélection des personnes que tu fais venir. Ouais. Le vrai enjeu est là, parce que ce qui va donner de la valeur à ton accompagnement, c'est pas forcément la super villa, les prestats de ouf. Si les gens ils veulent partir juste en vacances, ils partent en vacances avec leur famille, tu vois, ou avec leurs potes, tu vois, ils n'ont pas besoin de toi. Ouais. Par contre, ce qui a de la valeur, c'est qui tu mets en relation, et c'est la capacité à les faire connecter avec des personnes qui sont pas dans leur cercle direct, mais qui les intéressent et vice versa. Et vice versa, ouais. Et si tu arrives à faire quelque chose comme ça, il faut que ça soit, comme tu le disais, niché dans. Tu vois, si tu fais ça dans la tech, d'avoir des gens qui sont dans la tech et pas forcément, tu vois, avoir des niché dans quelque chose de large, mais dans des domaines où en fait la valeur une synergie est transversale en fait. Très intéressant. La valeur va être transversale entre. Et moi, tu vois, je kifferais vraiment faire ça. Bon, du coup, dans la niche infopreneur, c'est assez évident par rapport à notre business, tu vois. Mais avoir des infopreneurs du même niveau. Qui peuvent interagir ensemble. Tu crées un peu, comme tu l'as dit, plutôt genre cette super belle villa, un chef privé qui cuisine à chaque fois, des trucs cool qui correspondent. Enfin, tu vois, je te dis une bêtise, mais tu fais peut-être des ateliers de méditation, les bains froids, méthode Wim Hof, des trucs qui sont un peu dans la mood entrepreneuriale. Ouais, exactement. Mais ça, c'est un vrai projet. Dégustation de cigares, tu vois. Moi, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire. Mais ça me ferait kiffer. Mais je sais que c'est un peu trop tôt pour faire ça correctement. Donc, j'attends de développer les choses qui sont prioritaires d'un point de vue business. Et avec le réseau que je vais créer à travers ce qu'on va faire, à ce moment-là, j'aurai tous les noms. Et sur invitation, en fait, je propose le truc. Magnifique. Mais il faut pas que ça. En fait, je vois ça vraiment comme une opportunité de connecter des personnes entre elles, plus que comme un business à part entière et capitaliser à fond sur ça, tu vois. C'est plus une mission. Plus au côté missionnaire, tu vois, par rapport à mercenaire. C'est plus un truc de missionnaire et qui ça se fera en temps voulu, mais ça, sous 5-10 ans, tu devrais lancer ce truc-là. Je kifferais trop faire ça. William, dans 10 ans. Alors, William, dans 10 ans. Ça commence à être dur. Il a la crise de la quarantaine déjà. Putain, oui. Ça te rajeunit pas, je suis désolé, mais c'est vrai que crise. Dans 10 ans, j'ai 40. Donc dans 10 ans. Dans 10 ans. Et oui, c'est là où c'est compliqué. Écoute, d'un côté, j'ai pas peur de vieillir. Vraiment, je suis à l'aise avec cette idée-là. J'espère. Tu sais, ma plus grande peur, c'est de ne pas réaliser mon potentiel. Ça, c'est un truc qui me hante, tu vois, même quand j'étais gamin et tout. Genre, je me dis, putain, t'es capable de faire des choses, tu peux les faire, tu vois.
Et genre, mon pire cauchemar, ce serait de ne pas le réaliser. Donc là, pour l'instant, je suis plutôt content de la trajectoire que je prends, mais il faut vraiment que je continue à aller vers cette trajectoire-là. Et le William de 40 ans, c'est qui a aidé des dizaines de milliers de personnes à travers ce qu'il a pu produire comme contenu, créer comme événement, connecter des personnes entre elles, tu vois, comme on parlait sur ce projet-là. Est-ce qu'il habite toujours en France? Ça, c'est la grande question. D'ailleurs, j'ai été, pour la petite anecdote, là, ce week-end, je me suis chauffé, je suis parti en Andorre, j'avais vu quelques vidéos, tu vois, sur la fiscalité. Je me suis dit, ouais, vas-y, on va voir ce que ça donne. Mais non, flemme d'habiter dans un duty-free géant. C'est là où tu vois que ne pas payer d'impôts, ça se paye. Donc, on va rester... On est bien quand même. Ouais. Tu vois, c'est ce que je disais souvent. On discutait avec Thomas, qui est un entrepreneur, mais pour moi, il y a différentes versions d'entrepreneurs. Tu vois, il y a vraiment la niche infoprenariale où on est vraiment tous dans le même état d'esprit. Et puis Thomas, il est plus dans quelque chose où salarié en France, tu vois, bureau, etc. Et c'est ce qu'il disait. Il disait qu'on a tendance souvent à regarder ce qui se passe ailleurs et se dire putain, ailleurs, c'est comme ça, c'est bien. Mais des fois aussi, quand tu sors dans la rue et quand tu es arrivé ici, je pense que tu l'as vu, tu te dis qu'il y a des personnes qui sont aussi très très bas. Donc le parcours que tu as fait jusqu'en bas, il y a quand même aussi un certain truc. Et je pense que les closers, c'est ce que j'essaie de leur dire moi aussi régulièrement dans nos équipes en interne. Pour nos produits, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vais quand même le préciser pour ceux qui regardent la vidéo, nous on a 2 programmes de formation, un programme pour les agents immobiliers pour leur permettre d'aller chercher plus de mandats, et le deuxième c'est pour les décorateurs d'intérieur pour leur permettre d'aller chercher plus de clients dans la décoration d'intérieur. Ça reste dans le domaine de l'habitat. Notre idée c'est d'accompagner n'importe quel domaine de l'habitat pour leur permettre d'aller chercher plus de clients à partir du moment où ils sont indépendants, tu vois. Et c'est ce que je disais aux closers, je lui disais mais c'est génial, Jérém, tu fais des chiffres extraordinaires, chapeau, t'es un gars génial, vraiment. Quand tu commences à faire à peu près 8000, 9000, tu vois, de com, ça commence à être costaud, tu vois, de manière linéaire. Je dis, mais s'il te plaît, avant de prendre vraiment une claque, regarde ce qui se passe autour de toi. Vraiment, il habite à Paris dans le 11e. Je dis, regarde ce qui se passe autour de toi. Et il me disait, ouais, mais regarde, dans mes formations, il y en a, ils font 15, 20. Je dis, ok, pas de souci, 15, 20, c'est là-haut. Toi, tu es là aujourd'hui, tu vas réussir à aller chercher ces 15-20, mais regarde ce qui se passe quand même en bas. Et je trouve que c'est un point important. Le fameux syndrome de l'objet brillant aussi. Et c'est le piège dans l'entrepreneuriat, c'est que tu ne seras jamais satisfait de ce que tu fais. Enfin, tu vas toujours essayer d'aller chercher un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et tu passes des niveaux. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, mon objectif, quand j'ai commencé à faire du closing, je me suis dit, ouais, quand je ferai 10 000 euros par mois, ce sera incroyable. Je vais tiens. Ouais. Au final, quand j'ai fait 10 000 euros par mois, genre, j'étais content. Le soir même, j'ai été boire un verre avec ma copine. J'étais là, ouais, t'as vu, j'ai fini. Mais le lendemain, c'était fini, tu vois. Genre, en mode, t'es obligé d'y retourner. Ma vie, elle n'a pas grandement changé tant que ça. C'est bien sûr, c'est cool. Et il faut avoir énormément de gratitude pour ça. Mais il ne faut pas se dire que c'est genre juste une fin en soi. Tu vois, c'est pas ça qui va t'apporter. Je pense que ce qui t'apporte de la satisfaction, c'est de te voir grandir, avoir un impact positif, tout ça. Mais tu vois, s'il gagne 9 000 et si demain il fait 12 000, foncièrement, sa vie, elle ne va pas changer. En fait. C'est clair. Et il y a quelque chose que tu disais, le missionnaire et le mercenaire, c'est trouver un équilibre entre les deux, justement, qui est très intéressant. Travailler pour une mission, tout en ayant quand même dans un coin de sa tête le fait qu'il y ait de l'argent qui sort. Et l'équilibre entre les deux, la justesse que tu as entre les deux, c'est là où je pense que tu deviens vraiment... un niveau au-dessus et que tu arrives à passer un step au-dessus. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que la plupart des closers sont des mercenaires et pas des missionnaires. Très souvent, le closer, dans ce que j'ai constaté, après il y a des exceptions, mais il y a beaucoup de mercenaires. Les gens viennent faire du closing souvent par rapport à l'appât du gain que ça peut générer, tout ça, ils vont être très result-oriented, tu vois. Et je l'ai été aussi à un moment, c'est pour ça que je peux te le partager. Et j'ai commencé à être meilleur quand je me suis détaché du résultat et que je me suis attaché au fait de devenir le meilleur closer possible. Ma mission, c'était de devenir la personne la plus convaincante, la plus pertinente. Ça m'a donné un bien meilleur ROI que d'être concentré sur ouais mais attends là si j'ai fait 4008 il faut absolument que je fasse 5002 le mois prochain sinon tu vas rire tu vas rire. J'ai une anecdote, alors je vais parler cru, je suis désolé, c'est celle que je donne habituellement à mes équipes, enfin notamment aux gars. C'est que tu penses jamais à coucher avec une meuf avant de lui avoir parlé au moins une fois. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que tu peux pas penser à closer une personne
alors que tu n'as même pas encore créé le contact avec ou que tu lui as même pas dit bonjour. Mm. Tu peux pas commencer à me faire la facture de la fin du mois Mm. alors que tu n'as toujours pas commencé le mois. Mm. Tu ne peux pas penser à me dire Alexis, je veux faire 8000. Mm. C'est bien d'avoir des objectifs, mais Alexis, je vais te faire 8000 euros de facture. C'est bien d'avoir des objectifs. Mais il faut être. C'est ce que je dis tout le temps, putain, mais. Et même les sales, tu vois, je suis encore un gamin, 22 ans, tu vois, mais quand je discute avec des sales de 30, 40, 50 ans, j'ai l'impression d'avoir un peu d'avance parce que des fois, quand ils vont chez un client sur de la vente sec, tu vois, par exemple, sur, je pense, tout ce qui est fibre, tout ce qui est copieur, luminaire, décoration d'intérieur, etc., ben, ils pensent déjà à closer le client, à partir avec le bon de commande alors qu'ils viennent même pas de commencer le Ça se rendez-vous. ressent. Et ça se ressent direct. Et moi, c'est ce que j'arrête pas de leur dire aussi. Et c'est drôle parce que j'ai presque la même métaphore que toi par rapport à la. Là, j'étais. À la nana. Tu la connais là. Mais voilà. Mais c'est un peu ça. Je leur fais souvent des parallèles entre la vente et la séduction parce que c'est un peu la même chose en réalité. C'est deux mondes qui sont très parallèles. Et je leur dis, vous imaginez là, quand vous arrivez sur un date, si à peine tu t'assois, tu demandes à la fille, bon, du coup, est-ce qu'on couche ensemble ce soir ou pas? J'ai besoin de savoir, tu vois, quand ils mettent la pression par rapport à la décision, tu vois, dès le début de l'appel, alors qu'il n'a même pas encore dit bonjour. Et on verra si oui ou non on se lance ensemble à la fin. Tu vois, genre il pose son cadre, il dit ça. Je fais, est-ce que si sérieusement, tu vas dans un date avec une meuf que tu as rencontrée, bon, peu importe, on va dire sur Tinder, tu t'assois, tu lui dis même pas bonjour. Bon, j'ai besoin de savoir, est-ce qu'à la fin, oui ou non, tu es en mesure de me donner une réponse claire sur le fait qu'on va coucher ensemble, oui ou non? Tu vois ce que je veux dire? Non, ça ne viendrait pas à l'idée de faire ça, tu vois. Mais non. Et Quand tu prends la métaphore, c'est exactement la même. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que pour être vraiment bon, tu vois, dans le closing, il faut faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle. Et pour faire preuve d'intelligence émotionnelle, il faut que tu arrives à sortir de ton mode de vision du monde pour rentrer dans le mode de vision du monde du prospect. Il faut que tu aies son intérêt à cœur plutôt que ton intérêt propre. Et les gens, souvent, quand ils arrivent, ils sont dans la conscience de leurs problématiques, leur intérêt, de moi, mon but, c'est de closer. Et du coup, ils orientent la discussion et leur phase de découverte, tout ça, en mode, ouais, mais tu vas te lancer. Non, mais je t'assure, c'est vraiment un bon produit pour toi, il faut vraiment que tu le fasses. Et tout. Non, ça marche pas. C'est en fait, d'ailleurs, tu closes pas vraiment la personne, c'est que tu la drives pour qu'elle se close toute seule. Ouais. C'est que ça, la vente. Hein. Confiance au produit, confiance à l'entreprise et confiance en moi. Ouais. C'est ça. C'est exactement ce qu'il dit à chaque fois dans le livre. Et quand tu regardes ce livre-là, il est insane parce que quand tu prends du recul par rapport à tous les rendez-vous que tu as fait auparavant, si le mec il a confiance en ton produit, bah, il se dit bon, bah, la paire de chaussures elle est au top du top, j'ai déjà couru avec, ou alors je l'ai déjà testé, ou j'ai déjà vu des gens courir avec. La marque, on la connaît, c'est Nike. Et après, bah, le sales qui vend, bah, aujourd'hui ça a été un bon sales parce qu'il connaît son produit. Tu vois. Tu as même un quatrième que je t'ajouterais quand tu vends du produit de formation, c'est sa confiance en sa capacité à réussir à travers ton programme. Ok. En quelque sorte. Tu pourrais la rattacher un peu à la confiance dans l'entreprise, mais très souvent, tu peux te retrouver face à des objections, ou quand tu es dans le monde de la formation, en tout cas c'est en plein, tu vois, ce que moi je vends, mais si un prospect qui a un petit peu de problème de confiance en lui, si tu vas jouer une carte qui est trop challengeante, tu peux aussi trop le désarçonner parce qu'il va se dire ouais mais en fait c'est trop dur pour moi, c'est pas possible pour moi. Ouais. Il faut qu'il ait confiance en toi, qu'il ait confiance dans l'entreprise que tu représentes, confiance dans le programme que tu proposes et confiance dans sa capacité à réussir à travers ce programme, tu vois. Donc on va dire que c'est une quatrième qui pourrait se rattacher à la deuxième ou la troisième, mais c'est important de le prendre en compte sur certains types de prospects parce que des fois la seule chose qui les empêche de le faire c'est même pas forcément les finances, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux pour réussir le programme. Il y a un truc qui est très important pour moi parce que c'est souvent qu'on en parle en BTS ou technique de commercialisation, IT, etc., BUT. Est-ce que pour toi, en tant que tu as une trentaine de closers, donc tu sais de quoi tu parles, le cap son casse, donc sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, tu sais son casse, et caractéristiques, avantages, preuves, tous ces langages théoriques s'appliquent dans le closing. Est-ce que toi, si aujourd'hui, tu vois, demain, tu as un jeune de 18 ans qui veut faire de l'argent, qui en a marre de l'école, qui a un profil plutôt sales, qui nous regarde aujourd'hui, quels sont pour toi les steps et comment tu pourrais le driver? Quelles étapes tu lui conseillerais, tu vois, ou alors encore mieux, une personne qui est en reconversion professionnelle, qui a une quarantaine d'années, qui veut se lancer dans ce milieu-là, l'indépendance commerciale, tu vois, comment tu pourrais driver ces personnes-là, tu vois? Quels steps tu leur mettrais? Alors, très intéressant. Tu vas avoir plusieurs façons d'accéder à cet univers-là, mais quoi qu'il arrive, ce qui te confirmera ou infirmera l'hypothèse que c'est fait pour toi, c'est de te confronter au réel. Ça veut dire que tu peux lire tous les livres que tu veux, tu peux regarder tout le truc sur casse, tu peux regarder tout le truc sur les profils disques, tu peux bouffer toute la théorie du monde. Rien n'équivaudra à ta confrontation au réel pour savoir si c'est fait pour toi ou pas. Tu vois. Et très souvent,
Et là, je reprends une phrase que me dit souvent ma copine. Quand la préparation devient une forme de procrastination, il est temps de réagir. Ça veut dire que parfois, on passe beaucoup de temps à se surpréparer pour les choses. Je prends l'exemple, tu vois, dans la formation où je coach avec Closing Mastery, il y a un des éléments pour être certifié qui est en fait tout simplement du call, tu vois, sur je ne sais plus combien d'appels à faire. Et les gens, ils passent plus de temps à poser des questions sur comment il faudrait faire le call, c'est quoi la meilleure line Alors qu'exécuter du call. Alors que juste décroche au téléphone et tu vas très vite apprendre en te confrontant au réel, tu vois. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Donc si tu veux apprendre à vendre, mets-toi dans des situations un peu de vente et vois comment tu réagis. Va faire des brocantes, négocier des trucs. Juste pour voir si tu as le goût de ça et si ça te plaît, si tu es à l'aise dans cet environnement-là et si tu as envie de te réaliser dans cet environnement-là. Ensuite, ça dépend. Moi, je pourrais parler que pour l'aspect closing, vente en ligne, parce que c'est vraiment ce que je maîtrise, l'aspect commercial, on va dire corpo. Je ne l'ai pas du tout pratiqué, donc je serais mal avisé de donner des conseils. C'est moins ta zone de génie, ouais. C'est moins ma zone de génie. Pour ce qui est tout ce qui est vente de closing, en soi, le niveau en France, il est assez bas. Donc, c'est pas dur d'être bon et de sortir du lot. Pour devenir bon et sortir du lot, tu peux prendre certaines formations qui vont te donner accès à de la mise en relation, qui vont te permettre de très vite, d'accélérer ta confrontation au réel, ou tu peux tout simplement commencer à prospecter, tu vois. Tu passes par des tunnels de vente, c'est-à-dire que si tu as des niches qui t'intéressent, imaginons l'IMO par exemple, tu vois, tu tapes immobilier, gagner de l'argent passif sur YouTube, tu vas en avoir plein des entrepreneurs français. Tu vas dans la bio réserve, dès qu'il y a marqué réserve un appel, c'est qu'il y a un closer en face. Donc tu peux traverser les processus de vente et faire un petit peu, commencer à connecter en fait avec cet univers-là, voir comment ça se passe, proposer tes services en tant que closer. Tu vas te prendre beaucoup de portes fermées. Tu vois, on va dire ouais non désolé on recrute pas. Ouais non c'est pas le moment, mais à un moment tu vas être la bonne personne au bon moment. Okay. C'est-à-dire que tu vas envoyer un DM sur Instagram par exemple à l'infopreneur avec qui tu avais pris un call avec son équipe de vente. Il s'avère qu'il est dans une période de recrutement. Il va peut-être te laisser ta chance et à ce moment-là tu vas pouvoir faire tes preuves et voilà commencer à closer. Toi, tu es vraiment sur l'opérationnel quand même. Tu es vraiment sur l'exécution. C'est vraiment ce que tu conseilles. Ouais. Et c'est exactement ce que disait Thomas juste avant toi et tous les entrepreneurs qui ont un bagage. Ce que je retiens, c'est affolant, hein, ce que je retiens de toutes ces personnes-là, c'est que tout le monde me dit à chaque fois je suis ici parce que j'ai réussi à exécuter, à faire, à oser, à tester. Toujours reproduire les mêmes choses et à un moment donné ça a payé, donc c'est à ce moment-là que j'ai scalé ce truc. Bien sûr. Et c'est un truc de dingue parce que chaque entrepreneur que je reçois, tu vois, tu disais le palpitant, c'est drôle parce qu'on avait du coup quelqu'un qui fait des scènes ce matin, Johan. Il disait j'avais la première fois que je suis monté sur scène, c'était le camping Un Incroyable Talent. C'était dans son camping, il avait fait une scène, ses potes lui avaient balancé un ballon, il était monté sur scène, il avait le palpitant de dingue. Mais il n'osait pas le faire et il s'est dit bon tu sais quoi, j'y vais. Après il a vaincu sa peur du vide et il s'était dit j'oserais jamais jongler en parapente. Il a pris le ballon, il était jonglé au parapente en même temps qu'il faisait sa passion, tu vois. Et toi c'est ce que tu conseilles et finalement c'est ce que tu as fait quand tu t'es lancé, tu as eu cette première opportunité puis après tu as déménagé quand même, tu as quitté Paris là où tu avais une situation qui était stable, tu as osé venir ici à Lyon, habiter à Lyon sans connaître forcément personne, peut-être quelques réseaux à droite à gauche. Je connaissais personne. Voilà, personne. Et après, tu as lancé ce truc-là actuellement avec Baptiste. Franchement, c'est costaud. Et c'est ce qui est dingue avec chaque entrepreneur. Et je pense qu'on a du mal à s'en rendre compte, nous, quand on est dans le jus de cette capacité qu'on a à exécuter. Demain, je suis convaincu, William, il y a un truc qu'on faisait avec quelqu'un qui, moi, m'a formé à la vente. Je pense que tu connais Emmanuel Namer. Agence.com, c'était donc une formation pour créer son agence de marketing. Et il y avait Manu Pozzani. Manu Pozzani qui était tu connais peut-être ? Non, ok. Manu Pozzani qui était le formateur commercial. Mais le mec commercial, mallette en cuir, chemise tout le temps, le commercial. Vois, genre vraiment radié, il pouvait plus d'ouvrir d'entreprise dans les 5 prochaines années. Okay. Tu comprends que le mec il vend des cailloux, tu vois, ou du sable dans le désert. Et il avait dit un exercice que j'avais fait, que je m'étais challengé. Tu vois, pour moi, c'était très compliqué de vendre parce que j'avais un peu le. Tu sais, quand j'étais à l'école, j'étais un peu en mode. Pas le cassos de la classe, mais j'aimais trop faire rire tout le monde. Tu vois. Genre le gros pitre, etc. Il y avait une galère à faire. Je la faisais direct pour faire rire tout le monde. Tu vois. Et c'était un peu se cacher par rapport à mon manque de compétences théoriques. Du coup, pour dire que je suis là. Tu vois. C'était un peu comme ça. Et il avait dit prenez des paquets de mouchoirs, allez dans la rue, celui qui le vend le plus cher. Je me fais un kiff tout seul, personne, tout seul.
Je vais dans la rue, machin, 20 balles. Ok, pas de souci, j'en prends un deuxième, 10 balles. Je me dis, mais attends, mais comment c'est possible? Les gens achètent des paquets de mouchoirs, tu vois. Alors j'envoyais niveau argument. Je disais, voilà, je me challenge, madame, c'est parce que j'ose pas le faire. Et là, c'est un challenge aujourd'hui. Donc les gens avaient un peu cette compensation émotionnelle, tu vois. Mais je trouve que cet exercice est très intéressant, mais ça repart sur un seul biais qui est le fait d'oser, tu vois. Oser et faire. Très intéressant. Tu vas devoir finir les phrases en un seul mot que je vais commencer. Ok ? C'est un jeu hyper intéressant. La vie, c'est... Facile. Oh. Les gens sont... Attends, refais-la moi et je vais essayer d'être spontané. Ok. La vie, c'est... Facile. Ok. Les gens sont... Gentil. Ok. Et je suis... Je suis William Waquet. Magnifique. Bah, tu vois, juste avant, il a dit « Je suis moi, le Thomas ». Et ce matin, ça a été compliqué avec Johan. Il en a galéré pour... Et du coup, c'est souvent que je me rends compte que quand je fais ce jeu-là, quand je suis, c'est soit le prénom de la personne, soit moi. C'est un peu des questions pièges qu'au fur et à mesure du temps, j'ai un peu optimisé. Et quand je propose le mot suivant, tu vas me dire s'il ne te correspond pas, d'après tout ce que tu viens de me dire. Et après, j'aurai une dernière question assez large pour clôturer tranquillement ce podcast. Je suis passionné. Je pense que c'est la grande force de toutes les personnes qui viennent en podcast. J'ai des gens à qui j'ai proposé, pour être très sincère avec toi, qui me demandaient de l'argent pour venir en podcast. Moi, je trouve ça complètement dingue et je pars du principe que quand tu demandes une compensation financière, soit tu es une rockstar, soit forcément c'est que tu n'es pas passionné parce que tu fais pas les choses par passion, tu vois. Et je pense que la passion réunit toutes les personnes qui viennent en podcast parce que tu disais quelque chose de très intéressant tout à l'heure. L'objectif de ta boîte aujourd'hui, c'est faire les choses par passion pour des gens passionnés. Tu disais tout à l'heure qu'il était très important pour toi de bosser avec des personnes passionnées dans leur domaine d'activité respectif pour justement gérer la partie commerciale pour laquelle tu es passionné et tu recrutes des gens qui sont passionnés par le domaine de la personne. En fait, ce mot-là, tu peux l'utiliser tellement de fois dans ta boîte et je trouve ça hyper intéressant. Ça, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que quand j'ai monté la sales team pour Nassim, j'ai recruté au tout début, donc on était assez lean, j'ai recruté 10 personnes, 8 ou 10 personnes. Sur les 8 à 10 personnes, les 3/4 n'étaient pas closers. Ah ouais ? Ouais, et j'ai pris le risque de prendre des personnes qui étaient absolument passionnés de sport, donc c'était genre des gros crossfitters, des mecs qui faisaient de la compète, des coachs sportifs, tout ça. Et j'ai pris le parti ils kiffent tellement, ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font que ça va être facile pour eux de transmettre la passion et je vais juste mettre une petite surcouche commerciale par-dessus. Et ça a grave marché. Ça veut dire que j'ai des closers qui n'avaient jamais closé de leur vie, qui, leur premier, deuxième mois de closing, sont à 40% de taux de conversion. Alors que tu vois, quand tu ressors de formation de closing, les mecs, ils sont ils sont autour de 20%, après ils essaient de monter à 25-30%. Là, les mecs, ils ont zéro formation commerciale, mais ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font. Et il y avait la confiance aussi dans le produit de Nassim, parce que c'est un mec qui le suivait depuis des années, que ça a été super facile pour eux de closer. Ouais, la passion, on le sent parce que tu vois, il y a un exercice que j'avais fait quand j'étais plus jeune aussi, c'est que je voulais absolument faire une foire. Parce que pour moi, le sales, le vrai sales, c'est le sales de foire. Tu vois, les foires, les salons, etc. Et je m'étais dit, tu sais quoi, je vais sur les foires et tout, je regarde les gens, je discute avec eux. Il y a une équipe qui m'avait vraiment marqué. Et pour te dire, il y a un business que j'ai toujours dans un coin de ma tête, peut-être plus longtemps, tu vois, parce que là, il y a l'immobilier aujourd'hui, plus l'organisme de formation. Mais il y a un truc, un business qui m'excite particulièrement, c'est de mettre en place des sales teams pour les foires et les salons. Okay. Ça existe. Typiquement, je connais une entreprise, Monsieur Simonet à Rouen, qui a du mobilier, donc des grandes marques, tu vois, de mobilier, un peu comme Roche-Beaubois, etc. Ouais, okay, très clair. Donc le canapé minimum 10K. Donc forcément, le closer, il est content parce que lui, dans le mobilier, ça marche très fort. Je pense que tu le sais. Et en fait, il faisait appel à des sales teams, donc un rabatteur. Ils marchent dans les allées, autour du stand. Ils n'arrêtent pas de tourner en rond. Tout le temps, ils sont 4. Si un est à ce point-là, l'autre devra rejoindre par la suite. Vraiment très stratégique. Un sales et un closer. Le closer, lui, il fait que signer le deal à la fin. Tu vois, pur et dur. Et je me suis dit qu'un jour, bordel, il y a un vrai truc à faire. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise qui fait de l'habitat à échelle locale, l'entreprise qui vend du mobilier, des saunas, des hammams, des jacuzzis, de l'isolation des combles, des pompes à chaleur,
tous ces domaines autour de l'habitat, les foires, les salons, les bras zéro, tu sais, les barbecues bras zéro, etc. Je me dis, putain, tu démarres chez ces mecs-là, tu leur dis, vous investissez sur le stand, je me déplace avec la sales team, vous payez le stand, moi je prends la commission sur la sales team et je m'occupe de répartir. Et pour moi, il y a un vrai truc. Parce que le jour où j'ai connu les chiffres d'une foire à Paris, je me suis dit, ça me dérange. Ah ouais. Parce que 750 000 euros de stand pour 4,5 millions de CA générés, je me dis, putain, dans les cuisines, ça commence à être costaud, tu vois. Ah, Et carrément. ça, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est exactement pareil qu'un setter, qu'un closer. Sauf que toi, tu bosses sur la partie digitale. Et ça, justement, c'est sur les forces. Et là, tu es sur du palpable. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a plein de niches comme ça qu'on ne connaît pas, où il y a des marges de malade mentale. Et ouais, en fait, la compétence, et je pense que ce conseil-là, je peux le donner à toutes les personnes qui veulent entreprendre ou qui c'est que tu as, on va dire, des compétences qui sont très transversales quand tu regardes les grands entrepreneurs ou autres. Et savoir te vendre et savoir vendre, enfin, tu vois, ça va t'ouvrir tellement de portes. C'est le socle. C'est exactement. Et c'est comme tout, c'est une compétence. Ça ne veut pas dire que, mais lui, il est comme ça et moi, je ne suis pas comme ça. Parce que tu le vois dans la trajectoire de pas mal de personnes que tu connais peut-être ou même à ton échelle personnelle. Le William de 12-13 ans, jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'il aurait pu devenir sales, tu vois. Parce que ce n'était même pas dans mon spectre de possibilités et ce n'était pas l'attitude. En fait, attends, on risque d'ouvrir une grande porte là. Mais il y a un concept qui est très puissant, c'est le concept d'identité. Ça veut dire que si tu te dis je suis pas comme ça, tu ne vas pas être comme ça, tu vois. Et pour t'autoriser à devenir, à acquérir la compétence, il faut commencer à avoir un shift au niveau de ton identité. Par exemple, quelqu'un, ça c'est dans Atomic Habits, par exemple de James Clear, si tu veux perdre du poids, si tu te dis je suis une personne sportive et que tu te t'ancres vraiment dans cette identité-là, tu vas te comporter comme une personne sportive et tu vas développer les traits de caractère et tout va se suivre. L'attitude. En fait, le shift d'identité, c'est un des trucs les plus puissants pour définir un changement de trajectoire sur tes habitudes. Et tu vas littéralement être ce que tu penses être. Et du coup, si tu te dis je suis une personne timide, j'aime pas parler aux gens, tu vas renforcer cette croyance. Et ton cerveau se dira, voilà, tu vas te comporter, tu vas adopter des comportements, des attitudes, des réponses d'une personne qui est timide et qui n'aime pas parler aux gens. Mais si tu commences à faire évoluer cette croyance et tu dis non, moi je suis pas quelqu'un de timide, moi j'adore parler avec les gens, et tu te persuades, c'est comme les mantras, les trucs comme ça, au fur et à mesure, tu vois, tu vas changer un peu ton identité et tu vas devenir cette personne que tu veux être en projetant déjà comme étant cette personne. C'est ouf. Non, t'as clairement expliqué une problématique d'un grand nombre de personnes aujourd'hui qui veulent devenir quelque chose mais qui ne se persuadent pas qui se définissent comme autre chose en fait. C'est ça, je veux être ça, mais je suis ça. C'est intéressant. Et en fait, alors que si tu commences à dire non, mais je suis ça. En fait, c'est un peu, entre guillemets, un tout petit peu le fake it till you make it à l'américaine, tu vois, mais certaines personnes peuvent être largement aidées par ces. En fait, si tu as une croyance, mais même si elle est fausse, mais si elle t'aide, c'est une bonne croyance. Une croyance, elle n'a pas besoin d'être vraie ou fausse. Elle a besoin de te servir. Et si tu crois des choses qui te desservent, en fait, tu t'auto-sabotes. Si tu crois des choses qui sont peut-être pas encore vraies, mais qui te rapprochent de la direction dans laquelle tu veux aller, cette croyance, elle a de la valeur. Peu importe si elle est vraie ou fausse. Elle contribue à ancrer des bons comportements, une bonne attitude qui t'emmène vers ton résultat. C'est hyper intéressant et tu as fait une transition de dingue parce que à la fin, je demande souvent justement quelles sont les choses que tu pourrais conseiller à un jeune qui veut se lancer. Donc, tu as fait quelque part cette transition-là. Moi, j'ai envie de faire un petit jeu avec toi. Typiquement, aujourd'hui, donc, ton entreprise, tu as tes clients dessus. Vous risquez justement prochainement de lancer quelque chose pour les solopreneurs qui font à peu près entre 5 et 15K pour leur permettre de step up, passer la barre des 6 chiffres, etc. Il y a un truc qui me marque quand même dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, si je peux me permettre, c'est que tu as une passion quand même pour tout ce qui est dev perso, qui est quand même le centre principal de tout ce que tu me dis. Tu as un recul sur tout ça. Comment tu fais pour entretenir ces capacités à prendre du recul sur un sujet, ces capacités à expliquer un sujet? Comment ça se passe à ce niveau-là, toi, tous les jours? Quelle est un peu ta routine? Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu as mis en place des choses aujourd'hui, concrètement, William, qui te permettent d'avoir une exigence vraiment linéaire, tu vois, sur le long terme? C'est une problématique, je trouve, pour beaucoup d'entrepreneurs. Ok. Alors, il y a différents types de personnes. Il y a des personnes qui vont être très ordonnées et d'autres qui vont être très chaotiques.
Moi, j'essaye d'être ordonné, mais j'ai une nature un peu plus chaotique. Donc, j'aimerais te dire que tous les matins, je me lève à 5 heures, je vais à la salle de 5 à 6, après je rentre, Je prends ma douche froide. je prends ma douche froide, je fais ma méditation. Mais c'est pas vrai, tu vois, c'est pas vrai. On va dire, c'est la direction que je tends à prendre, mais je suis, tu vois, beaucoup plus dans l'improvisation, beaucoup plus dans le chaos, en fait. Dans une certaine mesure, hein, je suis pas non plus, tu vois, j'ai quand même de l'ordre dans ma vie sur certaines choses. L'idée, c'est que malgré ce côté peut-être un peu plus chaotique, j'essaie toujours de... Je suis très curieux. Ça veut dire que je vais regarder des vidéos sur des thématiques qui m'intéressent. Je vais lire énormément de livres. Je pense que ce qui a été un des plus gros facteurs de croissance et qui, pour le coup, est pas cher, tu vois, plutôt que de prendre des formations à 3 ou 4 000 balles, des fois, tu achètes 3 livres à 20 balles chacun et tu as tout le contenu de la formation dans le bouquin. Après, la formation, elle peut avoir d'autres avantages parce que ça va être le côté l'interaction avec les autres personnes. Il y a plusieurs façons d'apprendre, tu vois. Mais j'ai énormément appris dans les livres. J'ai lu beaucoup de dev perso. Notamment, je crois que je me suis mis un peu dedans, tu sais, le truc classique, tu as une rupture amoureuse, t'es au sol, tu vois, tu as l'impression d'être une merde, et là tu essaies de te reconstruire, et donc du coup c'est une période où j'ai commencé à beaucoup lire, et après c'est devenu des choses que je kiffe. Donc la lecture, ça m'a permis d'avoir tous ces concepts-là, et je te disais ça tout à l'heure, des fois tu vas lire un livre, mais tu vas le lire trop tôt. Et par exemple, j'avais lu un livre, je crois que c'était From Zero to One de Peter Thiel, c'est un des premiers livres business que j'ai lu, beaucoup trop avancé pour moi, tu vois, genre je lis le truc et je comprends la moitié. En plus, je me suis forcé, vu que j'avais fait LEA, tu vois, mon anglais, j'ai plutôt un bon anglais, donc je lis tout en anglais. En anglais. Et du coup, tu sais, quand tu lis un livre business en anglais sur des concepts qui déjà même en français t'aurais du mal à les saisir, genre je disais ça, je fais ouais, mais c'est ça qu'il faut lire pour devenir entrepreneur, mais je comprends. J'avais l'impression de comprendre une page sur deux et tout, genre je comprends des bribes, tu vois. Et au final, t'as certains livres que tu vas reprendre et relire plus tard, comme vendre, tu vois. Genre vendre, tu vois. Là, quand tu le lis, que tu as galéré un petit peu, tu t'es confronté au réel et que tu lis le livre et que ça décrit ce que tu as vécu et ça t'explique des choses et ça te conceptualise, là, ça va, la connaissance, tu vas l'imprégner hyper fort. Donc, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est lisez des livres sur des thèmes qui vous intéressent, et la croyance que j'ai, c'est que je peux tout apprendre et tout devenir. Genre, je me mets pas de limite, même si cette croyance, fondamentalement, elle n'est pas vraie, tu vois. J'essaie de m'y accrocher assez fortement pour que, même si je peux pas tout apprendre, le fait de croire que je peux tout apprendre, ça me permet de développer des comportements un peu naïfs, tu vois, qui font que je vais apprendre plus de choses que la moyenne, on va dire. Ouais, c'est hyper intéressant. Bah écoute, en tout cas, je sais pas, on va demander juste, ça fait combien de temps qu'on tourne ? 1h11 qu'on tourne, c'est passé ultra vite. Pour toutes les personnes qui nous regardent, c'est ce que je voulais dire, n'hésitez surtout pas à aller suivre, les réseaux sociaux apparaissent quelque part autour de cette image ou de l'image de William ou de l'image centrale. N'hésitez surtout pas à envoyer un message sur les réseaux à William. Avec plaisir. Il est open, mais il faut 1 million à toutes les discussions, il n'y a aucun souci avec ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, William, sur les prochaines semaines, sur les prochains mois à venir, avec la team PM Corp, avec Alexis, avec Elliot qui est ici présent? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur les prochaines semaines? De l'épanouissement. Magnifique. On est à 8 sur 10, tu peux me souhaiter d'aller le plus possible vers le 10 sur 10. Allez, on va gratter le 8,59 sur les prochaines semaines. Premier podcast? Ouais. Ouais, je pensais pas. Ouais, mais tu fais déjà beaucoup de contenu. Le contenu, j'ai commencé très récemment à en faire. Tu vois, genre, on travaille avec Endorsing. Je sais pas si tu connais Alexandre Mériguet. Ouais, bien sûr. Ouais. On travaille avec ces gars, avec Bat. Mais Adam, on travaille aussi avec. Il a travaillé avec eux, ouais, je sais. C'est pour ça que je les ai contactés, parce que j'ai kiffé ce qu'il avait fait avec Adam. Et là, on est en train de se mettre en place, mais c'est vrai que c'est pas. Autant je fais de la visio, du coaching tout le temps, autant la création de contenu, c'est un peu différent. Donc, je suis en train de trouver mes marques. Là, on a sorti un vlog aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le premier vlog avec Bat, parce que ce qui est cool, c'est que lui, il est à Bali et moi, je suis en France. Vous réussissez. Nous, on voulait faire ça avec Matt aussi, parce qu'il est à Bali, Matt, et on n'arrive pas. T'as vu, c'est chaud. Ouais, c'est pas évident en fait pour les transitions. C'est le problème, ce que nous a dit l'agence de montage. Il nous a dit ouais, vous avez fait 2 récits parallèles, mais on voit pas forcément le point de connexion entre les deux. La cohérence entre les deux. Et tu sais ce que je voulais faire, moi j'avais une idée trop stylée. T'avais joué à GTA 5 ? Ouais. Tu sais, dans GTA 5, quand tu changes de personnage, ça dézoome comme ça et ça rezoome. Et je voulais grave qu'on ait une transition comme ça. Genre, tu sais, moi je suis là en France et tout. Et hop, tu dézoomes, t'as le monde qui tourne, bam, tu rezoomes en Indonésie. Je trouve ça trop incroyable. Stylé. Mais on va essayer de mettre ça en place sur les prochains. Mais tu vois, on commence à trouver nos marques. Et Bat, pareil, j'en ai pas assez parlé de Bat, mais quel plaisir d'avoir trouvé un associé comme ça. Pour l'anecdote, tu vas en parler. T'as jamais. Comment ça s'est passé avec Bat rapidement? Ouais. On finit pas ce podcast. On est bien. Petite anecdote parce que franchement c'est assez drôle. Donc je me suis associé avec Bat. C'était l'été dernier en août. En gros,
j'ai un de mes closers avec qui je bosse, tu vois, qui bossait avec Bat sur une autre sales team, tu vois. Et il me dit, ouais, je travaille avec un mec qui est super cool. Donc, Guillaume, tu vois, mon closer, il me dit, ouais, je travaille avec un mec qui est super cool. Il serait chaud que vous fassiez une visio ensemble pour faire. Ah, ouais, c'était mon deuxième podcast. Mon premier, c'était avec lui, mais c'était à distance devant mon ordi sur un Zoom. Visio, ouais. Donc, c'est pas un vrai Ouais. podcast, tu vois. Moi, je trouve que ça, c'est un vrai podcast. Et il me dit, ouais, il aimerait bien te rencontrer. Donc, première fois qu'on échange ensemble, il y a la vidéo sur YouTube, sur sa chaîne, mais personne n'a vu, tu vois. Genre, c'est le premier échange qu'on a. Et suite à cet échange-là, on s'est kiffé et on a monté Monétrise ensemble. Et lui, il est en full time aussi sur ça. Vous êtes tous les Ouais, deux en on est full tous les time. deux en full time sur ça. On met toute notre énergie pour faire décoller la boîte. Et on s'est jamais vu en vrai, mais j'ai full confiance. Et c'est un mec qui est très, très smart. Franchement, On partageait les mêmes valeurs. on partage c'est les mêmes très valeurs clair. fondamentales. Parce que tu vois, quand tu t'associes avec quelqu'un, genre s'associer avec quelqu'un juste parce que c'est ton pote, c'est pas une bonne idée, à mon sens, tu vois. D'un point de vue business, tu vois, déjà ça peut briser une amitié. Et surtout, si vous êtes, je te dis une bêtise, mais tous les deux experts en sales, genre vos compétences, en fait, elles se complètent pas, elles s'additionnent juste et la valeur nette que ça va proposer pour le business, elle est pas folle. Alors que quand vous êtes très complémentaires, en fait, lui, il est bon là où moi je suis mauvais, moi je suis bon là dans lui où il est moins bon, tu vois. Donc ça nous a permis d'être hyper complémentaires et de pouvoir commencer à faire du gros taf ensemble. Et je t'ai dit, c'est drôle parce qu'on va se voir cet été, il vient en France. Et moi, j'irai le voir à Bali, je pense, bientôt. Mais on s'est jamais vu. On a une boîte qui fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, tu vois. C'est insane, ça. L'argent qui transite, tu sais, on n'a même pas de contrat vraiment établi Ouais, clairement. entre... On a juste vraiment full trust. Et bah, je te fais la bise parce que je te kiffe, mec, et t'es un gars exceptionnel. Ouais, Donc, c'est beau, c'est très très beau parce que je pense que ça n'existe plus trop de nos jours, ce genre de choses. La preuve, ça existe encore, mais je pense que moi j'ai fait confiance en énormément de gens et j'aurais pas dû. Mais tu vois, c'est très compliqué quand tu fais confiance en une personne et qu'elle te casse en deux par la suite, qu'elle crache dans l'eau, qu'elle abuse. C'est le risque aussi, c'est vrai, mais est-ce qu'au final, tu vois, si tu analyses le truc, est-ce que l'upside de toutes les fois où tu as fait confiance, il vient pas complètement éclater toutes les fois où cette confiance a été trahie, versus ne pas faire confiance du tout et te fermer tellement d'opportunités. Ouais, bien sûr. Tu vois, mais après, je pense, bon, je me suis... pour l'instant, ça se passe super bien, Bat, il n'y a pas de raison que... Non, mais tu vois, il y a... Enfin, moi, je continue à être open, tu vois, à tout un tas de choses, etc., à aider des gens, tu vois, gratuitement. Je m'en fous, tu vois, genre... Il y a un jeune, la dernière fois, il me fait un message, tu sais, on a fait Oussama Mar. Ouais. Tu vois, on l'avait eu gratuitement, j'ai eu un... Incroyable, ça, j'ai vu. Ouais, j'ai fait un coup de sniper. Comment il a fait? Quel génie. Non, j'ai fait un coup de sniper. Je t'expliquerai en off et tout, ouais. tu connais, mais un coup de sniper, le réseau d'un réseau, on est tous à 7 poignées de main de n'importe qui. Ouais, c'est vrai. Très, très vrai. Tu serres une main, c'est un coup de main, t'es plus qu'à 6 mains de Barack Obama. C'est vrai. Donc, c'est pour te dire, moi, je prends toujours ça comme exemple. Je croise un mec dans la rue, là, on est dans un bâtiment, t'as vu, bel appartement. Je regarde le nom sur les boîtes aux lettres, je vois qui? Un mec qui a joué au NBA. Je me dis, putain, mais vas-y, on a écrit un mot avec Elliot, on a été lui mettre dans sa boîte aux lettres, on a un WhatsApp là pendant que je te parle. Ouais, vas-y, bah, je descends demain pour tourner un podcast, tu vois. Je me dis, on n'a rien à perdre, tu vois, avec personne. Mais ce que tu viens de dire sur le ratio entre le nombre de fois où ça a marché et le nombre de fois où je me suis fait baiser, bah forcément, il est disproportionné. Ça a marché énormément de fois et je me suis fait niquer beaucoup moins de fois, tu vois. Mais je pense que moi, je serais toujours partisan. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'entend bien grâce à ce podcast et davantage par la suite, j'en suis convaincu. Et qu'avec Baptiste, ça part super bien. C'est parce que vous avez donné la confiance, vous avez les mêmes valeurs familiales, les mêmes valeurs sentimentales, etc. Et ça marche. Moi, avec mon associé, ça marche pour ça aussi. Tu vois, clin d'œil à Matt. Mais si tu t'associes et que t'es pas sûr, c'est facile à dire, hein, mais il y a ce truc. T'as eu ce truc ou pas? Enfin, sincèrement. Au tout début, bah, en fait, c'est quand tu fais confiance à quelqu'un, quand tu accordes ta confiance, tu prends nécessairement le risque que cette confiance elle soit trahie, tu vois. Comme on avait bien échangé ensemble, on s'est fait confiance. En fait, on s'est pas accordé full trust direct. Ça s'est construit progressivement parce que j'ai vu comment il travaillait, il a vu comment je travaillais. On est devenus potes. En fait, on a d'abord fait du business avant de devenir potes, tu vois. Et on est devenus potes en faisant du business ensemble parce qu'on est super alignés. Et vraiment, c'est quelqu'un pour qui j'ai un respect immense. Qui est hyper compétent et si j'avais pas eu Baptiste, tu vois, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est grâce à lui parce que l'intelligence dont il a fait preuve dans la collaboration dont on a fait, c'est ce qui m'a permis aussi de me propulser et j'ose espérer que l'intelligence dont j'ai fait preuve, ça lui a aussi permis de se propulser, tu vois. Mais c'est Schwarzenegger, je crois, qui disait
there is no such thing as the self-made man, tu vois. C'est pas toi qui te fais tout seul, en fait, ça va beaucoup être les gens, il faut avoir l'humilité de le dire, c'est les gens que tu vas rencontrer qui vont t'apporter quelque chose et te faire grandir, en fait. Et ta croissance, elle n'est pas juste complètement individuelle, c'est beaucoup lié aux personnes qui vont t'apporter quelque chose, t'apporter une idée, un concept, ils vont te tendre une main quand on a besoin, ils vont et c'est comme ça des que portes, tu voilà, t'ouvrir des portes, exactement. Et il faut être conscient de ça. Et même là, tu vois, je suis hyper content des personnes avec qui on travaille parce qu'il y a des mains que j'ai tendues à des personnes et ils me l'ont rendu déjà au centuple. Dans les closers avec qui j'ai travaillé, ou autre, tu vois, Guillaume, par exemple, qui m'a présenté BAT, si je m'étais pas donné à fond tu vois, parce que Guillaume, quand on a commencé à bosser ensemble, au tout début, quand je travaillais avec Adam, il n'était pas closer de base, il venait de commencer, tu vois, et il galérait pas mal, tu vois. Genre, je décortique le premier appel d'équipe que je fais, où je viens d'arriver, je prends le lead de la sales team, il y avait genre 5-6 closers, je les connaissais pas, on réécoute son call, et là, je suis mortifié, je fais, mais non. Genre, il y avait toutes les erreurs possibles que tu peux imaginer sur un call. Je me suis dit, waouh, ça va être chaud. Et au final, il était hyper déter, il avait envie, tu vois, il avait grave envie de progresser, même si c'était pas au niveau. Et genre, vraiment, j'ai investi grave du temps sur lui. Et il te l'a rendu. Et il me l'a rendu. Et là, indirectement, finalement. Indirectement et directement, parce qu'il y a aussi le mec, il a fait rentrer de l'argent dans les différents business dans lesquels je l'ai fait bosser. Après, je l'ai fait bosser pour Nas. Après, là, je l'ai refait bosser pour Louis. Mais tu vois, le fait de donner, de manière générale, ça te reviendra toujours au centuple. Faut pas attendre. Faut pas être dans la position du receveur. Ouais, mais j'attends avant de lui donner quelque chose, j'attends que lui me donne. Et après, s'il m'a donné, alors à ce moment-là, je peux donner. Ça, c'est une mentalité de merde. Et en fait, tu vas donner. Des fois, tu vas donner gratuitement, tu n'auras rien en retour, mais tu t'en fous parce que le nombre de fois où tu vas donner et ça va avoir un effet. Le ratio que tu disais. Et c'est juste ça en fait. C'est juste ça. Magnifique. Je te recheck. Merci, c'est un vrai gros plaisir. Les réseaux, excusez-moi, de William, directement dans la description. Allez faire un tour, ça vaut le coup. Il y a du content vente, il y a du content sur ton lifestyle. Ouais, là, je commence à faire un peu de trucs. Et aussi, je recrute souvent des closers. Donc, s'il y a des personnes qui cherchent à closer, je poste souvent sur mes réseaux perso et je recrute à partir de là. Enfin, vous avez tout un processus de recrutement qui est bien léché. Hein, donc, vous allez remplir des typeforms. On a bossé le recrutement. Tu veux une anecdote ? Ouais. Je suis sûr que tu la connaissais pas sur moi. Dis-moi. J'ai un groupe de closers, code de closers sur Facebook que j'ai fait pour le kiff. Ah ouais ? Il y a quelques temps de ça, il y a 2800 closers. Mais non, énorme. Ah si, mais on en parlera juste après. Vas-y, on va boire Allez, merci à tous. En tout cas, c'est un vrai gros plaisir. Ciao tout le monde. Ciao. Yes, ciao.